Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une série d'histoires, d'affaires qu'on peut juger entre guillemets impossibles tellement soit on a très peu d'informations à leur sujet, elles sont non résolues, ou alors elles sont si incroyables qu'on se dit que c'est impossible que ça puisse arriver. On va voir des affaires de crimes qui se sont passées, on a le responsable par exemple, mais on ne comprend pas vraiment le pourquoi du comment. On peut avoir aussi une affaire d'une femme qui accoucher de lapins. Vous verrez, il y aura plein d'histoires entre insolites, mystères et horreur. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Sachez que le soutien est très apprécié. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, AkenTV, que je vous raffiche juste ici. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Et si maintenant vous êtes bien installé, que vous êtes enfin prêt à découvrir ces histoires en ma compagnie, on est parti pour se plonger dans ces affaires toutes vraies, mais qu'on peut penser parfois impossibles. Sophie Toscan du Plantier, productrice de télévision française, a été tuée dans une région calme d'Irlande le 23 décembre 1996. L'état de son corps laissait penser à une attaque extrêmement violente qui évoquait davantage un acte personnel qu'un crime commis par simple opportunité. Pourtant, malgré des années d'enquête, aucune réponse définitive n'a permis d'établir avec certitude qui a commis ce meurtre ni pour quelle raison. Son mari et sa famille ont longtemps cherché des réponses, en particulier autour d'un homme, Jan Bellet, un Anglais installé lui aussi dans cette région. Beaucoup l'ont considéré comme le principal suspect, mais il a toujours nié toute implication dans cette affaire. Les autorités irlandaises ont toujours refusé de le poursuivre, estimant que les preuves étaient insuffisantes. Les autorités françaises, en revanche, ont adopté une position bien plus ferme. Frustrée par le refus de l'Irlande d'extrader Bellet vers la France, la justice française l'a tout de même jugé en son absence en 2019 et l'a déclaré coupable de meurtre. Pour Sophie Toscan du Plantier, sa maison de campagne située dans le sud-ouest de l'Irlande représentait une échappatoire à sa vie chargée en France. Elle évoluait dans un milieu très envieux à Paris et était mariée au célèbre producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier. Il est possible que cette pression l'ait poussée à partir se reposer dans cette maison irlandaise où elle avait choisi de passer cette période de Noël loin de sa famille et de ses proches. Sur place, elle vivait seule. Elle allait parfois au village pour faire quelques courses, mais restait la plupart du temps dans cette maison isolée face à la mer. Le 23 décembre 1996, vers 10 h du matin, un voisin aperçoit le corps d'une femme allongée près de la route à l'extérieur de la propriété. Sophie avait été attaquée pendant la nuit. Dès les premières constatations, il apparaissait clairement que l'agression avait été d'une extrême brutalité. La communauté locale a été profondément choquée. Aucun meurtre n'avait été signalé dans cette zone depuis des décennies. C'est peut-être aussi pour cette raison que, dans les premières heures de l'enquête, plusieurs erreurs importantes ont été commises. Le médecin légiste n'est arrivé sur les lieux qu'après un délai de 24 heures. Pendant tout ce temps, le corps de Sophie est resté à l'endroit où il avait été découvert, alors qu'elle ne portait qu'un legging et un t-shirt. À cause de ce retard, une partie importante des éléments scientifiques exploitables a été perdue, et il est devenu impossible de déterminer précisément l'heure de sa mort. L'autopsie a révélé plus de 50 blessures sur son corps. Son visage et sa tête avaient subi de très nombreux coups, notamment avec une pierre et un bloc de béton. Ses doigts étaient cassés, ce qui laissait penser qu'elle avait tenté de se défendre pendant l'agression. Ses vêtements étaient déchirés. On relevait aussi des griffures sur différentes parties du corps qui semblaient avoir été causées par des ronces et du fil barbelé situé à proximité. Les enquêteurs ont envisagé qu'elle ait tenté de fuir en passant à travers ces obstacles. Cette hypothèse paraissait renforcée par la présence de sang sur les broussailles ainsi que sur un portail voisin. Aucun élément ne permettait, en revanche, de conclure à une agression intime. Mais un prélèvement sanguin retrouvé sur le corps ne correspondait pas à l'ADN de Sophie. Le problème majeur pour la police locale à ce stade était qu'il n'y avait aucun suspect évident. Sophie vivait discrètement et un crime de cette nature était presque impensable dans cette petite communauté paisible. À cause de cela, mais aussi en raison de la violence du meurtre, l'affaire a immédiatement attiré une forte attention médiatique. Le public, ainsi que les autorités françaises, ont exercé une pression importante sur la police irlandaise pour qu'elle identifie rapidement le responsable. Les enquêteurs ont d'abord tenté de reconstituer les derniers déplacements de Sophie Toscan du Plantier. Des images de vidéosurveillance ont montré qu'elle était arrivée à l'aéroport de Cork le 20 décembre 1996. La police a interrogé plusieurs témoins et lancé des appels à témoins auprès du public. De nombreux appels anonymes ont alors été reçus, mais la plupart n'ont pas été jugés crédibles. Parmi les journalistes qui couvraient l'affaire, l'un d'eux s'est particulièrement fait remarquer, Jan Bellet, un Anglais qui vivait
juste de l'autre côté de la vallée, avec une vue directe sur la maison de Sophie. Il avait travaillé comme journaliste en Angleterre dans les décennies précédentes avant de s'installer dans la région de Cork en 1991. À cette époque, il avait pris ses distances avec le journalisme pour se consacrer au jardinage et à la poésie. Au départ, la police s'est concentrée sur l'idée que Sophie connaissait probablement son agresseur, comme c'est souvent le cas dans ce type d'affaires. Son mari a donc été examiné en premier. Mais les registres de vol ont démontré qu'il ne pouvait pas se trouver en Irlande au moment des faits, et il a rapidement été écarté. Les enquêteurs se sont alors tournés vers les éléments matériels. Ils ont commencé à rechercher des personnes présentant des coupures ou des griffures compatibles avec du fil barbelé, des ronces ou avec une éventuelle lutte contre Sophie. C'est dans ce contexte qu'ils ont remarqué des marques de coupures et des raflures sur les mains de Bellet. Lorsqu'ils lui ont demandé l'origine de ses blessures, Bellet a expliqué qu'il s'était coupé en préparant la dinde de Noël. Il a aussi affirmé que certaines marques provenaient du fait qu'il était monté dans un sapin situé sur sa propriété pour en couper le sommet afin d'en faire un arbre de Noël. Cette explication a rapidement suscité des doutes. Un forestier indiquait que le type d'arbre mentionné par Bellet était peu susceptible de provoquer le genre de blessure observée sur ses bras. Insatisfaite de ces réponses, la police s'est alors intéressée de plus près aux articles qu'il avait écrits sur le meurtre. Les enquêteurs ont été frappés par la quantité de détails contenus dans ces textes. Cela donnait l'impression qu'ils connaissaient très bien à la fois Sophie et la scène du crime. De plus, ces articles avaient été publiés très peu de temps après le meurtre. Deux possibilités se dessinaient alors. Soit Bellet avait mené un travail de recherche extrêmement rapide, soit il disposait d'informations qu'il n'aurait pas dû avoir. Ou bien, selon l'hypothèse la plus grave, il était impliqué dans le meurtre lui-même. Les soupçons se sont donc concentrés sur lui et il a été arrêté le 10 février 1997. Il a cependant été relâché sans être inculpé. En janvier 1998, il a de nouveau été arrêté, puis encore une fois relâché. Bellet a fourni un cheveu afin de démontrer que son ADN ne correspondait pas au sang inconnu retrouvé sur le corps de Sophie, et il a répété qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Malgré cela, son attitude a parfois troublé certains observateurs. Plusieurs habitants de la région ont affirmé qu'il leur avait avoué le meurtre. Bellet a rejeté ces déclarations en expliquant qu'il s'agissait soit d'humour noir, soit de propos tenus sous l'effet de l'alcool. Un témoin a même affirmé avoir vu Bellet près de la maison de Sophie la nuit du meurtre, dans un état agité. Bellet avait également un passé de violence conjugale avec sa compagne, Jules Thomas, une artiste. Et Thomas n'a pas confirmé sa version selon laquelle il aurait dormi à ses côtés au moment des faits. Au contraire, elle a déclaré qu'il s'était absenté pendant une grande partie de la nuit. Malgré tout, ces éléments restaient circonstanciels. Aucun ne reliait directement Yann Bellet au meurtre de manière irréfutable. Et à cause du délai initial de 24 heures sur la scène de crime, aucun élément scientifique décisif n'a pu être récupéré pour établir sa présence ou sa participation. En 2001, le directeur des poursuites publiques en Irlande a estimé que ce manque de preuves signifiait que Bellet ne serait plus poursuivi dans l'enquête sur la mort de Sophie Toscan du Plantier. Autre élément important, le témoin qui disait avoir vu Bellet sur les lieux du crime est revenu sur ses déclarations en 2005, affirmant qu'elle lui avait été arrachée sous pression policière. Cela a nourri une autre hypothèse, celle d'une enquête ayant pu, sous la pression médiatique et politique, se focaliser sur un homme au profil atypique sans disposer d'un dossier réellement solide. En 2010, un magistrat français, exaspéré par l'absence d'avancées concrètes, a délivré un mandat d'arrêt contre Bellet. Mais la Cour suprême irlandaise a refusé son extradition en 2012, puis une nouvelle fois en 2017. Malgré l'impossibilité de le faire comparaître physiquement en France, Bellet a été jugé par contumace en 2019. Les 3 juges de la cour d'assises l'ont déclaré coupable et l'ont condamné à 25 ans de prison. Après ce verdict, Bellet a déclaré au journal The Guardian « Tout ce qu'ils ont fait, c'est condamner un homme innocent qui n'a rien à voir avec ce crime. » Alors, la mort de Sophie Toscan du Plantier reste-t-elle non résolue? Le prélèvement sanguin inconnu retrouvé sur son corps n'a jamais été identifié. Le portail portant une trace de sang, récupéré sur la scène de crime, a ensuite été perdu par la police irlandaise dans des circonstances jamais vraiment éclaircies. L'histoire racontée par Bellet paraît difficile à croire pour beaucoup, mais personne n'a jamais réussi à démontrer de manière définitive qu'elle était fausse. Peut-être qu'un jour cette affaire sera enfin résolue avec certitude, mais plus de 25 ans après les faits, cette possibilité paraît de plus en plus incertaine. En 1726, toute la société britannique parlait d'une affaire totalement incroyable, celle de Mary Toft,
une Anglaise originaire de Godalming, dans le Surrey, qui affirmait mettre au monde des lapins. Elle avait réussi à convaincre certains des médecins et savants les plus réputés du royaume, mais aussi le roi George lui-même, à Londres, qu'elle était réellement capable d'un tel phénomène. La nouvelle a fasciné une grande partie du public londonien et cet intérêt a été entretenu pendant plusieurs mois à mesure que Marie Toft semblait continuer à accoucher de petits lapins. Mais derrière cette histoire, que s'est-il réellement passé? Marie Toft serait née vers 1701. Elle était la fille de Jane Denayer et John Denayer. Elle a grandi dans un milieu pauvre et ne savait ni lire ni écrire. En 1720, elle épouse Joshua Toft, un artisan drapier. Le couple s'installe à Godalming, dans le Surrey, et a 3 enfants, Anne, Marie et James. D'après les documents conservés, Marie Toft tombe de nouveau enceinte en 1726 de son 4e enfant. Mais au mois d'août de cette même année, elle fait une fausse couche. Malgré cela, son corps semble continuer à présenter les signes d'une grossesse. Puis le 27 septembre 1726, elle entre en travail. Lorsqu'elle commence à accoucher, elle est assistée par sa voisine, Mary Gill. Plus tard, sa belle-mère, Anne Toft, est également présente. Et là, selon leur récit, Marie met au monde quelque chose qui ressemble à un chat sans vie. La famille demande alors l'aide de John Howard, un accoucheur de Kitford, la ville voisine. Au départ, Howard se montre sceptique et rejette l'affaire. Mais dès le lendemain, il revient voir Marie Toft. On lui montre alors la partie animale qu'elle aurait expulsée durant la nuit précédente. Ce même jour, John Howard assiste à l'expulsion d'autres morceaux d'animaux. Au cours du mois suivant, Marie produit aussi une tête de lapin et des pattes de chat. En une seule journée, elle aurait même mis au monde environ 9 petits lapins morts. Très vite, la rumeur de cette naissance extraordinaire remonte jusqu'à Londres. Howard envoie des lettres à plusieurs médecins et savants réputés en Angleterre, ainsi qu'au secrétaire du roi, pour les informer qu'une femme serait en train d'accoucher de lapins. L'affaire attise immédiatement la curiosité du roi, qui décide d'envoyer 2 hommes enquêter. Il s'agit de Nathaniel Saint-André, un chirurgien anatomiste suisse, et de Samuel Molineux, secrétaire du prince de Galles. En même temps, la diffusion rapide de l'histoire transforme Marie Toft en célébrité locale. Elle est alors transférée de Godalming à Guildford afin d'être surveillée de près par John Howard. Le 15 novembre 1726, Molineux et Saint-André arrivent chez Howard à Guildford. À leur arrivée, on leur apprend que Marie vient de donner naissance à son 15e lapin. Et alors qu'ils sont tous les deux présents, Marie expulse encore d'autres lapins morts. Le médecin examine alors les poumons et d'autres organes internes des petits lapins. Les résultats montrent que ces animaux ne se sont pas développés dans l'utérus de Marie Toft. Malgré cela, Saint-André palpe le ventre de Marie et conclut que les lapins auraient pu se former dans ses trompes de Fallope. Il considère donc le cas comme authentique et ramène plusieurs spécimens à Londres afin de les présenter au roi et au prince de Galles. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Comme l'affaire se répand de plus en plus vite, le roi envoie un autre homme à Guildford, un chirurgien allemand nommé Cyriacus Haller, accompagné d'un ami du roi, un certain Mr. Brand. Haller assiste lui aussi à plusieurs de ces naissances de lapins et examine Marie Toft. Contrairement à Saint-André, il n'est pas convaincu. De retour à Londres, il étudie les morceaux de lapin plus attentivement. Il découvre alors du foin, du maïs et de la paille dans les crottes d'un des animaux. Pour lui, c'est un indice très fort. Cela montre que ces lapins ne se sont pas développés à l'intérieur du corps de Marie. Le 21 novembre 1726, Haller informe donc le roi qu'il soupçonne une supercherie. Sir Richard Manningham, médecin réputé et spécialiste des accouchements, est lui aussi sollicité par Saint-André pour examiner le cas. Il observe Marie lorsqu'elle met au monde les lapins. Lui non plus n'est pas convaincu, mais Saint-André et Howard lui demandent de garder ses doutes pour lui tant qu'aucune preuve de fraude n'a été établie. Il semble alors que Saint-André et Howard cherchent aussi à protéger leur réputation publique. En l'espace de quelques semaines, Marie Toft devient une véritable sensation nationale. La presse s'empare de l'histoire. Interrogée sur l'origine de ces naissances étranges, Marie donne une explication très particulière. Elle raconte qu'elle travaillait dans les champs quand un lapin l'a surprise. Avec une autre femme, elle s'est mise à le poursuivre sans parvenir à l'attraper. Elles ont ensuite tenté d'en attraper un autre, sans plus de succès. La nuit suivante, Marie affirme avoir rêvé qu'elle se trouvait dans ce même champ, avec les 2 lapins posés sur ses genoux. Elle dit s'être réveillée brusquement après ce rêve. À partir de ce moment-là, elle aurait ressenti une envie constante et très forte de manger du lapin, mais étant pauvre, elle n'avait pas les moyens de s'en procurer. Le 29 novembre 1726, Marie Toft est transportée à Lacey's Bagno, un établissement de bain situé à Leicester Fields, à Londres. Sous la supervision de Saint-André, elle y est observée par plusieurs chirurgiens et médecins réputés. Parmi eux se trouve John Mowbray. Dans son ouvrage The Female Physician, Mowbray défendait l'idée que certaines femmes pouvaient mettre au monde des créatures appelées souterkines. Mowbray soutenait aussi une théorie appelée l'impression maternelle. Selon lui, ce qu'une femme enceinte voit ou imagine peut avoir une influence directe sur sa grossesse
et sur l'enfant à naître. D'après plusieurs récits, il était donc particulièrement heureux de participer à l'affaire Marie-Toft car il y voyait l'occasion de confirmer publiquement ses théories. Saint-André invite aussi James Douglas, un accoucheur et anatomiste de grande réputation, à venir observer les prétendues naissances de lapins. Lorsque Douglas arrive, il découvre sur place plusieurs autres médecins déjà convoqués par Saint-André. Saint-André espère alors que Douglas va valider le cas, mais il est au contraire persuadé qu'il s'agit d'une fraude totale. Des désaccords similaires existent parmi les autres praticiens présents dans l'établissement. Certains pensent que les faits sont authentiques, d'autres soupçonnent clairement une mise en scène. Le 3 décembre 1726, Saint-André va jusqu'à publier un récit de l'affaire sous le titre A Short Narrative of an Extraordinary Delivery of Rabbits. Douglas considère ce livre comme un simple assemblage d'impossibilités. Puis la situation change brutalement. Marie ne donne plus naissance à aucun lapin. Pourtant, elle continue à présenter ce qui ressemble à des douleurs de travail. Après une crise durant laquelle elle perd connaissance, on découvre qu'elle souffre en réalité d'une infection grave. Elle a une forte fièvre et alterne entre moments de conscience et perte de connaissance. Certains pensent encore qu'il s'agit d'un nouveau symptôme lié à sa prétendue condition extraordinaire. Mais le 4 décembre 1726, toute l'affaire bascule. Un porteur est surpris en train de faire entrer discrètement un lapin dans sa chambre. La supercherie commence alors à s'effondrer. Thomas Onslow, un homme politique et propriétaire local, menait déjà sa propre enquête. Il découvre que Joshua Toft, le mari de Marie, achète de jeunes lapins depuis environ un mois. Pour lui, cela constitue une preuve suffisante pour révéler la fraude. Il écrit alors à Sir Hans Sloane, un médecin influent, pour lui indiquer qu'il compte bientôt publier l'ensemble de ses découvertes. Le même jour, le porteur de Marie avoue aussi à Manningham et Douglas qu'il a accepté des pots de vin de Margaret Toft, la belle-sœur de Marie, pour lui procurer les plus petits lapins qu'il pouvait trouver. Interrogée par Douglas, Margaret reconnaît seulement avoir acheté ces lapins pour les manger. À ce moment-là, Manningham et Douglas décident de confronter Marie directement pour la pousser à avouer. Ils agissent rapidement et un juge de paix, Sir Thomas Clarge, est appelé au bain public où elle se trouve. Dès son arrivée, Clarge place Marie Toft en détention et commence à l'interroger sur toute l'affaire. Mais Marie refuse toujours de reconnaître la fraude. Douglas l'interroge pendant plusieurs heures, à 3 ou 4 reprises. Pendant les jours suivants, une pression importante est exercée sur elle pour obtenir des aveux, mais elle continue de nier. Finalement, Sir Richard Manningham la menace de lui faire subir une opération expérimentale douloureuse censée déterminer ce qui la différencie des autres femmes. Confrontée à cette menace, Marie finit par céder. Le 7 décembre 1726, elle avoue. Marie Toft reconnaît avoir introduit elle-même les lapins morts à l'intérieur de son corps afin de donner l'impression qu'elle les mettait au monde. Dans différentes déclarations, elle évoque aussi l'implication de plusieurs personnes. L'épouse d'un joueur d'orgue ambulant, sa belle-mère, un inconnu et John Howard. Ces aveux provoquent un véritable choc, notamment pour Saint-André qui avait publié son livre 4 jours plus tôt, le 3 décembre 1726. Tout porte à croire qu'il n'était pas complice de la fraude, mais qu'il avait réellement cru à l'explication fournie par Marie Toft. Le 9 décembre 1726, moins de 2 mois et demi après le premier bébé lapin, Marie est officiellement accusée d'être une tricheuse notoire et méprisable. Elle est envoyée à la prison de Bridewell où elle aurait été montrée au public devant une foule importante. Les professionnels de santé impliqués dans cette affaire doivent eux aussi subir les conséquences du scandale. Le public se moque largement de ces médecins pourtant réputés, désormais perçus comme excessivement crédules. Le prince de Galles lui-même devient la cible de moqueries. William Hogarth tournera d'ailleurs en ridicule l'incompétence de ces milieux médicaux dans ses œuvres du début du XVIIIe siècle. Mais dès janvier 1721, l'attention du public commence à retomber. James Douglas et Sir Richard Manningham, malgré une certaine gêne liée à l'affaire, conservent globalement leur réputation et leur carrière. En revanche, celle de Saint-André est gravement atteinte. Le 9 décembre 1726, il publie dans le Daily Journal une annonce dans laquelle il tente de justifier sa conduite sans succès. Il perd la faveur de la cour. Ses patients l'abandonnent. Il finit par prendre sa retraite et meurt dans la pauvreté à Southampton en 1776 à l'âge de 96 ans. John Howard lui aussi doit répondre à de nombreuses questions dans ce qu'on appelle désormais la fraude ou la conspiration de Marie Toft. Finalement, les poursuites le visant sont abandonnées et il reste une figure populaire à Guildford. D'après plusieurs récits, la foule se presse pendant des mois devant la prison de Bridewell à Tothill Fields, dans l'espoir d'apercevoir la célèbre Marie Toft. Durant cette période, son état physique se dégrade fortement. Son affaire est finalement abandonnée par le tribunal faute de preuves suffisantes pour établir sa culpabilité de manière formelle. Malgré cela, elle reste emprisonnée plusieurs mois jusqu'à sa libération le 8 avril 1727. Une fois l'affaire retombée,
La famille Toft ne peut plus en tirer aucun profit. Marie retourne alors dans le Surrey, où elle donne naissance en 1728 à une autre fille, Élisabeth. On sait très peu de choses sur la suite de sa vie. Elle réapparaît toutefois dans les archives en 1740 lorsqu'elle est accusée de recel d'objets volés avant d'être finalement acquittée. Elle meurt et est enterrée à Godalming le 13 janvier 1763 et les journaux londoniens ont mentionné son décès dans leur rubrique nécrologique. Au bout de cette affaire, une question revient souvent. Pourquoi Marie Toft et sa famille ont-ils monté une telle histoire? En réalité, l'explication paraît assez simple. Ils ont probablement vu une occasion de gagner beaucoup d'argent et d'améliorer leur niveau de vie. Une affaire aussi étrange pouvait attirer aussi bien les riches que les pauvres, et Marie aurait pu être exhibée contre paiement. Mais dans les faits, l'opération n'a jamais vraiment produit le résultat espéré. Marie Toft est surtout devenue un objet de curiosité nationale sans parvenir à en tirer un véritable bénéfice durable. À la fin du 19e siècle, une organisation est créée sur la rive sud de la baie de Sarasota, en Floride. Officiellement, elle se présente comme un club social et démocrate. Mais en février 1885, le New York Times soupçonne d'avoir découvert sa véritable fonction, éliminer en secret des adversaires politiques. À son apogée, le groupe compterait environ 22 hommes. Ses membres se liaient entre eux par des serments très stricts et promettaient de ne jamais révéler les activités du comité au public. Que cette image soit entièrement exacte ou non, le groupe a été tenu pour responsable de 2 meurtres marquants. Ces affaires ont conduit à 7 poursuites judiciaires. Au final, 2 hommes ont échappé à la prison et les 5 autres ont été graciés. D'après Janet Snyder Matthews, dans son ouvrage Edge of Wilderness, A Settlement History of Manatee River and Sarasota Bay, le groupe recrutait ses nouveaux membres directement dans la communauté locale. Pour maintenir son influence, il utilisait l'intimidation, la contrainte et les menaces. Les membres étaient encouragés à aider les autres hommes du comité, notamment en se faisant désigner comme jurés lors de leur procès ou même en facilitant l'évasion de ceux qui avaient été emprisonnés. Le comité fonctionnait selon une hiérarchie précise. Tout en haut se trouvaient les organisateurs Alfred Bidwell et le docteur Leonard Andrews, tous deux désignés comme les juges. En dessous venait Jason Alford, appelé le capitaine, puis arrivaient Louis Cato et Charles Willard qui occupaient le rang de lieutenant. Grâce à cette structure, ils auraient réussi à recruter jusqu'à 22 autres hommes chargés d'exécuter leurs décisions. 2 meurtres ont rendu le Sarasota Vigilance Committee particulièrement tristement célèbre. Le premier est celui d'Harrison Tip Riley, le second et celui de Charles Abbey, maître de poste local. Même si ces 2 meurtres ont été commis après de 6 mois d'intervalle, c'est après la mort de Charles Abbey qu'un lien clair a été établi. Quelques jours après ce second crime, un fermier du coin, Henry Hawkins, s'est présenté auprès du shérif local. C'est lui qui a commencé à relier les faits entre eux et à révéler une grande partie de ce que l'on sait aujourd'hui sur ce groupe présenté comme une organisation d'assassinat politique. Harrison Riley avait été identifié très tôt comme un problème par le comité. Il semblait avoir joué un rôle dans l'expulsion de plusieurs habitants de terrain appartenant à des compagnies du Nord des États-Unis. Des personnes installées sur ces terres depuis longtemps étaient alors considérées comme des squatteurs et contraintes de partir. Le groupe a découvert que Riley participait à ce processus et qu'il cherchait à en tirer un profit personnel. Le comité a donc décidé d'agir contre lui. Le juge Andrews ordonne alors à 2 de ses nouvelles recrues, les frères Coop et Miles Brown, de se charger du meurtre de Riley, sous peine de mort s'il refusait. Mais Miles se tombe malade avant la date prévue et manque le rendez-vous. Le groupe le remplace par 2 autres recrues, Tom Drymon et Edmund Bacon, placés sous la supervision du lieutenant Cato. Armés d'un fusil de chasse à double canon et d'un fusil à chargement par la bouche, les 3 hommes partent tuer Riley alors qu'ils se rendent au bureau de poste de Sarasota. Tous les 3 tirent. Riley est touché, mais il survit encore quelques instants. C'est alors que Cato intervient pour achever l'attaque. Le meurtre ne fera l'objet d'aucune véritable enquête. Entre 1876 et 1878, Charles Abbey avait acheté de vastes portions de terre non développées à Sarasota. En plus de cela, il tenait un magasin général et occupait la fonction de premier maître de poste de la région. C'était un entrepreneur actif qui cherchait à encourager l'installation de nouveaux habitants par l'organisation d'événements et de foires. Il était aussi engagé politiquement et, dans une zone majoritairement démocrate, il défendait des positions républicaines. L'ensemble de ces éléments lui avait attiré peu de sympathie dans la région et il est rapidement devenu une cible du comité. Dans les semaines précédant son meurtre, Abbey et sa famille vivent dans un climat de plus en plus hostile. Les propriétés de la famille sont vandalisées et ses proches subissent du harcèlement. L'épouse d'Abbey racontera plus tard que des coups de feu d'avertissement avaient été tirés près de sa maison. Elle évoquera aussi un épisode particulièrement inquiétant. Une nuit, alors qu'elle dormait, quelqu'un serait entré dans la maison et aurait planté un couteau dans une table.
Le 27 décembre 1884, Charles Abbey est tué. Ce jour-là, il se trouve avec son ami Charles Morehouse sur une route menant à la plage où il peigne un bateau. Deux hommes s'approchent d'eux, le lieutenant Willard et Joseph Anderson. Abbey est alors abattu à très courte distance avec un fusil de chasse à double canon. Morehouse, lui, est autorisé à s'enfuir. Le corps de Charles Abbey est ensuite chargé sur un bateau puis rejeté au large. Pendant près de 2 semaines après le crime, la tension monte dans toute la communauté. Peu à peu, plusieurs habitants commencent à livrer davantage d'informations sur l'affaire et sur les événements qui l'entourent. Henry Hawkins finit par parler, au risque de mettre sa propre sécurité en danger afin de faire tomber le Sarasota Vigilance Committee. Il encourage aussi d'autres témoins à se manifester en leur assurant qu'ils seraient protégés. À l'issue de 2 procès, Charles Willard et Joseph Anderson sont reconnus coupables du meurtre de Charles Abbey. Plusieurs autres hommes sont également condamnés pour le meurtre de Riley, y compris les juges Bidwell et Andrews. Parmi tous les accusés jugés, 3 sont condamnés à mort, 4 à la prison à vie et 1 est acquitté. Pourtant, aucun d'entre eux ne sera finalement exécuté. Plusieurs peines seront commuées et ceux qui ne bénéficieront pas d'un allègement de peine réussiront plus tard à s'évader. L'explication la plus ancienne concernant ces meurtres venait de Carl Grismer. Selon lui, le comité cherchait à éliminer des personnes qu'il considérait comme des menaces pour la communauté locale. Abbey et Riley participaient tous deux à l'achat de terres dans une logique de profit commercial. Mais Janet Snyder Matthews a réexaminé cette interprétation. Elle en est arrivée à une autre conclusion. Selon elle, ces meurtres auraient surtout servi les intérêts personnels des membres du comité. Il est possible que la communauté locale nourrissait déjà une certaine rancœur envers Charles Abbey. C'était un homme d'affaires efficace, polyvalent et très apprécié en dehors de Sarasota. Certains allaient jusqu'à dire qu'il avait davantage contribué au développement de la ville que n'importe qui avant lui. Cette reconnaissance extérieure a peut-être suscité de la jalousie et renforcé l'hostilité qui a conduit à son assassinat. Les auteurs de ces crimes ont peut-être échappé à une véritable punition de leur vivant, mais avec le temps, les motivations derrière les meurtres de Charles Abbey et de Harrison Riley ont commencé à apparaître plus clairement. Les spectacles de magie étaient déjà extrêmement populaires au XVIIIe siècle. Dès le XVIIe siècle, de nombreux livres décrivaient des tours et ces démonstrations constituaient une source fréquente de divertissement dans les foires et les festivals. À mesure que la croyance en la sorcellerie et la peur qu'elle inspirait reculait, le XVIIIe siècle voit les illusions et les tours de magie devenir des formes de divertissement beaucoup plus respectables. Ils séduisent alors tout aussi bien la noblesse que les classes populaires. Mais qu'est-ce qui fascinait autant le public? Et comment, dans cette affaire précise, un simple spectacle annoncé à Londres en 1749 a-t-il pu provoquer une émeute au point de ravager un théâtre et ses alentours? La magie comme art du spectacle n'avait pas de véritable dimension théâtrale avant le XVIIIe siècle. Pourtant, des descriptions de démonstrations de magie existent déjà dans l'Égypte ancienne, dès environ 2500 avant notre ère. L'un des principes fondamentaux de la magie repose sur un effet simple. Le spectateur voit quelque chose qu'il ne parvient pas à expliquer. Depuis toujours, les procédés de détournement de l'attention et les mécanismes psychologiques jouent donc un rôle central dans ce type de performance. Des références à la magie apparaissent à travers toute l'histoire. Mais ce n'est qu'au milieu du XVIe siècle que l'on voit apparaître une véritable littérature imprimée consacrée à ce sujet. Parmi les ouvrages les plus marquants figurent The Discovery of Witchcraft de Reginald Scott et The First Part of Clever and Pleasant Invention de Jean Provot. Ces livres décrivent les performances des illusionnistes et posent les bases de la prestidigitation dont plusieurs principes sont encore utilisés aujourd'hui. L'un des premiers magiciens professionnels connus est Isaac Fox, un Anglais présenté comme capable de réaliser des tours surprenants par l'agilité de la main et des curiosités qu'aucune autre personne dans le royaume ne pouvait prétendre montrer comme lui. D'après les articles de presse et les publicités publiées à son sujet, il aurait même donné des représentations devant le roi George II et d'autres membres de la noblesse. Des recherches ont toutefois suggéré que l'auteur de plusieurs de ces textes n'était autre que Fox lui-même, ce qui jette un doute sur certaines affirmations les plus spectaculaires. Isaac Fox devient rapidement très populaire à Londres, au début du XVIIIe siècle. S'il a d'abord construit sa réputation grâce à sa propre publicité, d'autres journalistes commencent ensuite à vanter son talent dans les journaux. Certains affirment même qu'il aurait pu déposer plus de 700 livres sur son compte bancaire grâce à ses activités de magicien. Il va jusqu'à lancer un défi à ses concurrents, égaler cette somme uniquement grâce à des spectacles de prestidigitation. Personne n'accepte. Fox continue de se produire dans les foires et les spectacles avec son fils pendant les années 1720 jusqu'à sa mort en 1732. À sa disparition, il laisse une fortune de plus de 10 000 livres à son épouse Alice et à son fils. Son fils reprend l'activité
Alice, en revanche, avait été profondément choquée plus tôt dans l'année après avoir été contrainte de se cloîtrer à la suite d'un incendie qui avait éclaté dans un stand voisin pendant l'une des représentations. Tout cela montre qu'à Londres, le goût du public pour ce type de spectacle ne cessait de grandir. Et c'est dans ce contexte qu'allait naître ce qui deviendrait l'une des plus célèbres mystifications du XVIIIe siècle, directement inspirée des anciens spectacles de magie et des illusions développées au fil des siècles. Au début du mois de janvier 1749, une annonce paraît dans un journal pour promouvoir un spectacle au New Theatre dans le quartier du Haymarket. Elle promet l'apparition d'un homme capable d'accomplir des choses extraordinaires. On y explique qu'en prenant une simple canne appartenant à un spectateur, il serait capable d'y jouer parfaitement la musique de n'importe quel instrument, accompagné d'un chant harmonieux. Ensuite, il devait présenter une bouteille de vin ordinaire, la placer au centre de la scène, puis entrer à l'intérieur. Le public était même invité à manipuler la bouteille pour vérifier qu'il s'agissait bien d'un objet tout à fait banal. Sans surprise, la promesse excite énormément les Londoniens. Tout le monde veut assister à ce nouveau spectacle, présenté comme une série de prouesses que seuls les rois de pays lointains avaient pu contempler jusque-là. Le soir de la représentation, le théâtre est plein à craquer. Des loges jusqu'aux galeries, la salle entière attend de voir le fameux artiste entrer en scène, mais aucun magicien ne se présente, quelle que soit la durée de l'attente ou les appels de la foule. À mesure que la tension monte, un employé du théâtre finit par apparaître pour annoncer au public que l'artiste ne s'est pas présenté. Cette explication ne calme absolument pas la salle. Un homme installé dans une loge jette alors une bougie sur la scène. Ce geste agit comme un déclencheur. Une partie de la foule se lève, arrache les sièges, les bancs et les structures des loges et commence à tout détruire autour d'elle. Tout ce qui peut être emporté est sorti dans la rue pour être brûlé. La soirée tourne au chaos. Les journalistes se moquent alors ouvertement de la ville. Des pamphlets circulent pour ridiculiser la crédulité du public. Très vite, d'autres récits commencent aussi à circuler. L'un d'eux affirme que le magicien ne s'est jamais présenté parce qu'il avait d'abord donné une représentation privée au cours de laquelle il serait bel et bien entré dans la bouteille avant qu'un spectateur ne l'y enferme. Mais qui a imaginé une telle supercherie? Une rumeur affirme que tout cela aurait été organisé par un duc amateur de farce. Selon cette version, John, deuxième duc de Montagu, aurait déclaré que s'il affirmait publiquement la chose la plus impossible du monde, il pourrait quand même remplir une salle entière de gens prêts à y croire. Ses amis, amusés, auraient immédiatement voulu le mettre au défi. D'après cette théorie, ce seraient eux qui auraient fait publier l'annonce dans le journal. L'histoire se répand ensuite dans tout le pays, puis dans une grande partie de l'Europe. Elle devient une plaisanterie récurrente sur la crédulité supposée des Anglais. La moquerie est d'autant plus forte que l'on se trouve alors en pleine période dite des Lumières, une époque censée valoriser la raison et l'esprit critique. Ce grand canular de la bouteille de 1749 est resté dans les mémoires comme l'une des plus grandes mystifications jamais infligées au public. Olga Epnarova, connue pour avoir commis un meurtre de masse, semblait nourrir depuis longtemps un profond désir de vengeance qu'elle dirigeait à la fois contre sa famille et contre la société entière. Elle tenait le monde pour responsable de ce qu'elle estimait avoir subi. Le crime qu'elle a commis le 10 juillet 1973 ainsi que son arrestation le jour même ont marqué durablement les esprits par leur violence et par le calme avec lequel elle a assumé ses intentions. Ce jour-là, à Prague, en Tchécoslovaquie, elle lance un camion sur un groupe de 25 personnes qui attendent un tramway. Toutes sont des civils, sans lien direct avec elle. Pour ce crime, Olga Epnarova est condamnée à mort par pendaison. Elle est exécutée à la prison de Pankrak, à Prague, le 12 mars 1975. Elle devient ainsi la dernière femme exécutée en Tchécoslovaquie. Elle n'avait que 23 ans. Pour la police et pour les autorités, l'affaire s'arrête là. Mais beaucoup ont continué à se demander ce qui avait pu la pousser à commettre un tel acte. Son histoire a été rendue publique, mais toutes les sources ne se valent pas, et de nombreuses personnes cherchent encore à distinguer les faits avérés des récits déformés. Olga Epnarova naît le 30 juin 1951 à Prague. Sa mère est dentiste et son père employé de banque. D'après les archives conservées, elle est décrite au départ comme une enfant plutôt ordinaire, mais elle présente assez tôt des troubles psychiatriques. En 1964, elle tente de mettre fin à ses jours. Après cela, elle passe environ 1 an dans un service psychiatrique pour se rétablir. Elle finit par sortir de cet établissement et essaie de reprendre une vie normale. Elle occupe plusieurs emplois, mais les perd à chaque fois au bout de peu de temps. Son dernier travail va pourtant lui donner le moyen matériel de commettre son crime. Elle devient conductrice de camion. Le 10 juillet 1973, il fait chaud à Prague. Ce jour-là, Olga a déjà décidé de passer à l'acte. Elle ne vise pas une personne en particulier,
ni un nombre précis de victimes. Son objectif est d'en tuer le plus possible. Elle dirige alors son camion vers un groupe de 25 personnes âgées qui attendent le tramway dans la rue Milady Horakova, dans le 7e arrondissement de Prague. Parmi ces 25 victimes, 3 perdent la vie sur le coup. 3 autres succombent plus tard dans la journée. 2 autres encore décèdent dans les jours qui suivent. Au total, 8 personnes perdent la vie. 12 autres sont grièvement blessés, tandis que les autres souffrent de blessures moins graves. Toutes les personnes visées ont entre 60 et 79 ans. Il ne fait aucun doute que cette attaque a été préparée à l'avance. Avant de commettre le crime, Olga Epnarova envoie une lettre à 2 grands journaux de l'époque, Mladi Svet et Svobodne Slovo. Dans cette lettre, elle explique le geste qu'elle est sur le point de commettre. Elle y exprime la haine qu'elle dit avoir reçue de sa famille, ainsi que le rejet qu'elle affirme avoir subi de la part du monde autour d'elle. Elle écrit qu'elle cherche à se venger de tout ce qui lui est arrivé. La lettre est postée avant l'attaque, mais les délais postaux de l'époque sont plus lents. Les journaux ne la reçoivent que 2 jours après le drame. Son contenu montre clairement que cette décision mûrissait depuis longtemps. Avant de choisir cette attaque, elle avait déjà envisagé de faire dérailler ou de détruire un train. Sa lettre montre à quel point elle se sentait isolée et détruite psychologiquement. Elle y écrit notamment « Je suis une solitaire, je suis la femme que les gens ont détruite ». Plus loin, elle ajoute qu'elle a le choix entre se tuer elle-même ou tuer beaucoup d'autres personnes. Puis elle affirme qu'elle choisit de se venger de ceux qui la haïssent. Et la suite montrera clairement quelle option elle a retenue. Ce texte choque profondément ceux qui le lisent en raison de ce qu'il révèle de son sentiment de rejet, d'humiliation et de rupture avec le reste du monde. Elle écrit aussi qu'il lui serait trop facile de quitter ce monde en sautant la vie, car selon elle, personne ne se souviendrait alors de ce qu'elle avait subi. Elle conclut en affirmant que la société est trop indifférente et qu'elle prononce donc son propre verdict. Et ce verdict, elle le formule ainsi. « Moi, Olga Epnarova, victime de la bestialité, je vous condamne, vous le monde, à la peine de mort. » Cette phrase résume à elle seule sa colère et sa haine envers la société, envers le monde en général et envers les gens qui y vivent. Elle voulait manifestement que son geste soit retenu et que ses motivations soient connues. Lors de ses interrogatoires, Olga Epnarova confirme sans ambiguïté qu'elle voulait tuer ses victimes. Elle déclare qu'elle avait l'intention de faire le plus grand nombre de morts possible. Elle précise que son geste n'était pas dirigé contre des personnes précises, mais qu'il découlait de sa haine envers la société et le monde. Elle n'exprime aucun regret. Les experts en psychologie qui l'examinent concluent qu'elle était consciente de ses actes et qu'elle savait ce qu'elle faisait au moment du crime. Dans l'une de ses déclarations, elle explique qu'à un moment donné, tout lui a semblé réuni. Et il n'y avait pas de voiture, pas de tramway, rien qui bloquait son passage. Elle s'est alors dit que c'était le bon moment. Elle a dirigé le camion sur le trottoir en profitant de la pente puis a foncé sur le groupe pour les percuter. Même si cette description pourrait donner l'impression d'une décision prise sur l'instant, les éléments disponibles montrent qu'il s'agissait bien d'un projet préparé. Elle semble avoir envisagé plusieurs méthodes pour tuer un grand nombre de personnes avant d'arrêter son choix sur cette solution. Elle met ensuite son plan à exécution en prenant le volant du camion et en utilisant une descente qui lui permet d'augmenter sa vitesse avec l'espoir de faire encore plus de victimes. Fait particulièrement marquant, cette attaque au camion n'est même pas sa première tentative ce jour-là. Lors d'un premier passage, elle renonce au dernier moment, estimant qu'il n'y avait pas assez de monde pour provoquer les dégâts qu'elle recherchait. Au moment du procès, un avocat expérimenté lui est proposé pour assurer sa défense, mais elle refuse de coopérer et ne veut pas être aidée. Elle insiste tout au long de la procédure sur le fait qu'elle est saine d'esprit et pleinement consciente. Elle répète aussi régulièrement cette idée: si la société peut détruire les individus peuvent détruire la société également. Elle ajoute qu'elle voulait se venger à la fois de la société et de sa famille, qu'elle considérait comme ses ennemis. Elle affirme même qu'après avoir agi, elle ressent une forme de soulagement et de satisfaction. À ses yeux, elle avait donc infligé à la société une punition qu'elle jugeait légitime. Elle est arrêtée le jour même de l'attaque et reste détenue jusqu'à sa condamnation. Le 6 avril 1974, le tribunal municipal la condamne à mort pour les meurtres. La décision est ensuite confirmée par les juridictions supérieures. Sa mère dépose finalement un recours devant la Cour suprême qui se contente de requalifier l'affaire en mise en danger public tout en maintenant la même peine, la mort par pendaison. Les examens psychiatriques réalisés à plusieurs reprises aboutissent tous à la même conclusion. Les médecins la jugent responsable pénalement de ses actes. Le Premier ministre, Lubomir Strugal, rejette personnellement sa dernière demande de grâce. L'exécution a lieu le 12 mars 1975 à la prison de Pankrak, à Prague. Par la suite, son bourreau dira qu'elle s'était effondrée juste avant l'exécution et qu'elle avait dû être amenée de force jusqu'au lieu prévu. Plus tard encore, cet homme expliquera qu'il avait fini par quitter ce travail, disant que cet épisode l'avait profondément marqué.
Les derniers instants d'Olga Epnarova auraient été particulièrement chaotiques, ce qui a renforcé le malaise autour de cette exécution. Lorsqu'elle est interrogée en prison, Olga affirme qu'elle n'a pas peur de la peine de mort et qu'elle l'accepte. Dans ce raisonnement, cela correspond à la logique qu'elle avait elle-même exposée. Soit mourir seule, soit tuer d'autres personnes. Elle semble avoir eu le sentiment d'avoir mené jusqu'au bout sa guerre personnelle contre la société et d'avoir accompli sa vengeance. Mais cela n'efface évidemment en rien la gravité de ce qu'elle a fait. Quant aux souffrances qu'elle disait avoir subies et à leur impact réel sur sa personnalité, elles n'ont jamais été totalement éclaircies dans le détail. Cette attaque, qui a coûté la vie à 8 personnes âgées innocentes, reste un drame majeur. Certaines personnes peuvent développer une rancœur profonde et voir le rapport au monde complètement se dégrader, mais rien ne peut justifier le fait de s'en prendre à des inconnus. Olga Epnarova a choisi d'accuser la société et sa famille de tous ces malheurs. Pourtant, son acte n'a fait qu'ajouter une souffrance immense à celle qu'elle disait porter. Elle aurait pu rester en vie et témoigner autrement de son mal-être ou de sa vision du monde, mais elle a choisi la voie qu'elle considérait comme la réponse la plus appropriée à son désespoir et à la haine qu'elle nourrissait envers ceux qu'elle tenait pour responsables de sa destruction. Entre 1986 et 1989, la Colonial Parkway en Virginie aurait servi de terrain d'action à un tueur en série. La personne responsable de ce qu'on appelle aujourd'hui les meurtres de la Colonial Parkway s'en prenait à des couples installés dans leur voiture, chaque attaque faisant 2 victimes à la fois. 6 personnes sont officiellement mortes dans ces affaires. Un autre couple a disparu et est généralement considéré comme ayant lui aussi été tué. Habituellement, la Colonial Parkway est une route connue pour son calme et pour ses paysages. Pourtant, cette série de crimes est devenue l'un des plus grands mystères criminels des États-Unis. La personne ou les personnes responsables de ces meurtres n'ont jamais été identifiées avec certitude. La Colonial Parkway s'étend sur environ 22 miles et relie 3 lieux majeurs de ce qu'on appelle le triangle historique de Virginie: Jamestown, Williamsburg et Yorktown. La route est réputée pour ses panoramas, ses monuments et son cadre agréable. En journée, c'est un trajet paisible et facile à parcourir. Mais la nuit, l'atmosphère change radicalement. De longues portions de route ne disposent ni de lampadaires ni d'éclairage routier. Pour des conducteurs peu expérimentés, cela peut rendre le trajet beaucoup plus angoissant. Certains jeunes couples avaient l'habitude de se garer sur ces portions isolées, à l'écart, dans l'obscurité. Le 12 octobre 1986, un jogger remarque une Honda Civic blanche stationnée sur la berge au niveau du Cheatham Annex Overlook à Williamsburg en Virginie. Le véhicule a quitté la route et s'est retrouvé dans une végétation dense, à seulement quelques mètres d'une chute d'environ 15 pieds dans la rivière York. Le jogger pense d'abord qu'un conducteur ivre a peut-être simplement fait une sortie de route. Il prévient les autorités qui découvrent que la situation est bien plus grave. À l'intérieur du véhicule se trouvent les corps de Rebecca Dovsky, 21 ans, et de Kathleen Cathy Thomas, 27 ans, un couple originaire de Virginie porté disparu depuis 3 jours. Cathy Thomas, diplômée de l'Académie navale des États-Unis, et Rebecca Dovsky, étudiante à l'université William & Mary, entretenaient une relation amoureuse. Le corps de Cathy se trouvait dans la partie arrière du véhicule, tandis que celui de Rebecca était sur la banquette arrière. Très peu de sang est retrouvé dans la voiture, ce qui laisse penser que les meurtres ont eu lieu ailleurs. L'autopsie révèle que les 2 jeunes femmes ont été étranglées, ligotées avec une corde, puis tuées à l'arme blanche au niveau du cou. La personne responsable a tenté d'incendier les corps et la voiture avec de l'essence sans y parvenir. La scène est immédiatement traitée comme un double homicide. Mais comme aucun signe d'agression intime n'est constaté et qu'aucun objet n'a été volé, les forces de l'ordre peinent à comprendre le mobile. Il faudra attendre 11 mois avant qu'un nouveau drame lié à cette affaire ne se produise. Le 21 septembre 1987, un policier en patrouille repère un véhicule sur la rive de la James River, en Virginie. L'endroit est connu comme un lieu où des couples viennent se garer, et il n'est donc pas inhabituel d'y voir des voitures arrêtées sur le bord de la route. Mais cette fois, la scène semble anormale. Le policier découvre un Ford Ranger noir, les 2 portières ouvertes. La vitre côté conducteur est partiellement baissée, le moteur tourne encore, la radio est allumée et les essuie-glaces fonctionnent toujours. Un portefeuille repose sur le tableau de bord. Il n'y a personne à l'intérieur, seulement une pile de vêtements soigneusement pliés, y compris des sous-vêtements masculins et féminins. Le véhicule appartient à David Knobling, un commercial de Virginie. Ce n'est que 2 jours plus tard, le 23 septembre, qu'un jogger aperçoit sur la berge de la James River ce qu'il croit être un tas de vêtements rejetés par l'eau. En s'approchant, il comprend qu'il s'agit du corps d'une jeune fille ramenée par la marée. Après l'arrivée des autorités, le corps est identifié comme étant celui de Robin Edwards, 14 ans. Environ 30 mètres plus loin, la police découvre aussi le corps de David Knobling, âgé de 20 ans,
lui aussi jeté sur la rive. Robin a été tué par balle, à la tête, à très courte distance. David a subi le même sort, avec en plus d'autres blessures par balle à l'épaule. Les deux corps étaient partiellement dévêtus. Le jean de Robin était ouvert et son soutien-gorge se trouvait autour de son cou. Même si Robin était mineur et que David avait une petite amie enceinte, les enquêteurs pensent qu'ils entretenaient probablement une relation amoureuse. En raison des similitudes avec le double homicide de l'année précédente, la police relie rapidement les deux affaires. Mais faute de preuves et de pistes solides, l'enquête s'enlise à nouveau. Environ 7 mois plus tard, le 10 avril 1988, deux étudiants de Christopher Newport University disparaissent à leur tour. Richard Kahl, 20 ans, et Cassandra Haley, 18 ans. Ils étaient en train de vivre leur premier rendez-vous ce soir-là, mais aucun des deux ne rentre chez lui. Le lendemain, la Toyota Celica rouge de Richard, un modèle de 1982, est retrouvée près de York River Overlook, le long de la Colonial Parkway. La portière côté conducteur est ouverte, le portefeuille de Richard et le sac à main de Cassandra sont à l'intérieur. Là encore, personne n'est dans le véhicule. Les enquêteurs découvrent 2 piles de vêtements ainsi que plusieurs effets personnels. La police confirmera plus tard qu'il s'agissait bien des vêtements portés par Richard et Cassandra le soir de leur disparition. Des chiens policiers suivent leur odeur jusqu'au rivage de la rivière York, mais Richard et Cassandra n'ont jamais été retrouvés. Aujourd'hui encore, ils sont officiellement portés disparus. L'hypothèse la plus courante est que leurs corps ont été emportés par le courant. Toutefois, certains enquêteurs restent prudents et ne sont pas tous convaincus que leur disparition soit nécessairement liée au même auteur que les autres affaires de la Colonial Parkway. Le 5 septembre 1989, un autre duo de jeunes Virginiens disparaît. Daniel Lauer, 21 ans, et Anna Maria Phelps, 18 ans, qui était la petite amie du frère de Daniel. À ce stade, les autorités font rapidement le rapprochement avec les crimes précédents, d'autant plus que le profil de Phelps et Lauer ressemble à celui des autres victimes récentes. Moins de 24 heures plus tard, des agents de transport retrouvent la Chevrolet Nova de Daniel abandonnée sur l'aire de repos de New Kent, près de l'Interstate 64. Fait étrange, la voiture est orientée dans la direction opposée à celle que Daniel était censé prendre pour aller vers Virginia Beach. Les portières conducteurs et passagers sont déverrouillées et les clés sont encore sur le contact. Autre détail troublant, les policiers constatent de la terre et des traces d'herbe sous le véhicule, ce qui suggère que la voiture a récemment circulé dans une zone boisée ou herbeuse. Les enquêteurs jugent cela suspect car Daniel n'avait aucune raison connue de quitter l'autoroute pour rouler dans ce type d'endroit. L'hypothèse principale devient alors que quelqu'un d'autre aurait conduit la voiture avant de l'abandonner là. Pendant 6 semaines, les corps de Daniel et d'Anna Maria restent introuvables. Puis, le 19 octobre 1989, 2 chasseurs découvrent leurs restes squelettiques près de l'Interstate 64 entre Richmond et Williamsburg, à environ 3 km du lieu où la voiture de Daniel avait été abandonnée. Une couverture chauffante provenant du véhicule recouvrait les corps en décomposition. En raison de l'état très avancé de décomposition, les médecins légistes ne peuvent pas déterminer avec certitude la cause exacte de la mort. Toutefois, Anna Maria présente plusieurs blessures à l'arme blanche au niveau de l'abdomen et celles-ci ont pu provoquer sa mort. La police pense que Daniel a probablement subi un sort comparable. C'est la première fois dans un dossier potentiellement lié au tueur de la Colonial Parkway que l'on retrouve ce type de liaison. Certaines personnes estiment que 2 femmes tuées plusieurs années plus tard pourraient avoir été les dernières victimes de cet auteur. Lolly Winans et Julian Williams, un couple originaire de Virginie, disparaissent à la fin du mois de mai 1996, soit 7 ans après le dernier meurtre officiellement rattaché à la série. Les 2 femmes étaient parties camper dans le parc national de Shenandoah et ont été vues vivantes pour la dernière fois le 24 mai par un garde forestier. Le 1er juin, un autre ranger découvre leur corps. Toutes 2 ont été tuées de manière extrêmement violente. Elles avaient été attachées avec du ruban adhésif, bâillonnées et déshabillées. Lolly est retrouvée sans vie dans leur tente. Julian Williams est retrouvé à environ 9 mètres de là, près d'un talus, à côté de son sac de couchage. À l'été 2010, certains proches des victimes engagent un détective privé, Steven Spingola, pour reprendre l'étude du dossier. Ancien inspecteur des homicides à Milwaukee, Spingola s'était construit une solide réputation dans l'analyse d'affaires criminelles complexes. Après sa retraite, il s'était reconverti dans le journalisme d'investigation. Ses recherches débouchent sur plusieurs conclusions intéressantes. La plus importante est selon lui que plusieurs personnes pourraient être responsables des meurtres de la Colonial Parkway. Il pense que le premier double homicide, celui de Kathleen Thomas et Rebecca Dowski, pourrait être un crime motivé par la haine envers un couple de femmes. Spingola avance aussi que les meurtres de Knobling Edwards et de Lauer Phelps pourraient être liés à des tentatives de vol ayant mal tourné. Il estime également que la personne responsable de la mort de Thomas et Dowski pourrait être liée au meurtre de 1996 de Lolly Winans et Julian Williams. Ces conclusions ont été publiées dans un court ouvrage intitulé Predators on the Parkway. Faute de nouvelles pistes, l'affaire stagne pendant les années 90 et au début des années 2000. Mais en 2010, l'enquête connaît un regain d'intérêt grâce à la redécouverte d'un élément. Dans l'appartement d'Anna Maria Phelps, des membres de la famille retrouvent une note écrite par la jeune femme dans les jours précédant sa mort. Ce document aurait déjà été manipulé en 1989, mais il avait été considéré comme sans importance.
important, il indique qu'Anna Maria prévoyait de rencontrer quelqu'un sur une aire de repos le long de l'Interstate 64. La note mentionne la date, l'heure du rendez-vous, ainsi que le fait que cette personne devait conduire une camionnette bleue. Or, les corps d'Anna Maria Phelps et de Daniel Lauer ont été retrouvés à environ 1 mile du lieu indiqué sur ce papier. La complexité de l'affaire a rendu très difficile l'établissement d'un profil clair du ou des auteurs. Les causes et décès varient selon les dossiers. Strangulation, tir par arme à feu, attaque à l'arme blanche. Il n'existe pas de preuve de vol ni d'agression intime dans les affaires principales. L'auteur ou les auteurs a ou aurait peut-être déplacé les véhicules des victimes après les crimes. Et compte tenu du réseau routier relié à la Colonial Parkway, il était presque impossible de situer précisément la zone d'action du responsable. Le seul schéma vraiment constant, c'est le suivant. Les victimes étaient des couples, attaquaient le long du même secteur routier d'environ 30 miles. Malgré cela, les autorités ont identifié plusieurs suspects au fil du temps. En 1997, la police s'intéresse à Darrell Rice comme suspect potentiel dans l'affaire Winans Williams. Âgé de 29 ans, Rice avait déjà un passé violent. Il avait été arrêté pour tentative d'homicide avec véhicule après avoir essayé d'enlever une femme en Virginie. Dans son véhicule, la police avait retrouvé des liens pour attacher les mains et les jambes, éléments qui rappelaient certains objets présents sur la scène du crime Winans Williams l'année précédente. Son passé, ainsi que son obsession affichée pour la pornographie, en font un suspect crédible aux yeux de certains enquêteurs pour les meurtres de Winans et Williams, voire pour d'autres affaires de la Colonial Parkway. De plus, Rice se trouvait dans le parc national de Shenandoah la même semaine que les deux victimes en 1996. Même si le dossier repose essentiellement sur des éléments indirects, Rice est inculpé en 2002 pour les meurtres de Winans et Williams, alors qu'il purge déjà une peine pour tentative d'enlèvement et tentative d'homicide. Mais aucun des éléments matériels retrouvés sur les victimes ne correspond à Rice. En 2004, il est acquitté pour ces meurtres. Le FBI déclare également qu'il n'est pas suspect dans les meurtres de la Colonial Parkway. En 2009, un ancien adjoint du shérif, Fred Atwell, affirme que le FBI l'a lui-même considéré comme suspect dans ces crimes. Atwell, qui avait été adjoint du shérif dans le comté de Gloucester pendant la période des meurtres, s'était fait connaître en dénonçant ce qu'il estimait être la légèreté du FBI dans la gestion de l'affaire. Un photographe du bureau du FBI de Norfolk avait transmis des photos des scènes de crime à une société de sécurité pour servir de support pédagogique. Atwell avait fortement protesté contre cet incident. Lorsqu'il porte cette affaire dans les médias, le FBI relance l'enquête puis commence à considérer Atwell comme un suspect crédible. Même s'il ne travaillait pas directement sur ces crimes au moment des faits, l'affaire l'intéressait de près. Il apparaît aussi qu'Atwell avait un passé judiciaire trouble. Avant de devenir adjoint du shérif en 1981, il avait été arrêté pour plusieurs cambriolages dans le comté de Gloucester et avait déjà passé du temps en prison. Peu après être devenu suspect en 2010, Atwell tente de voler une femme dans le comté de Roanoke en prétendant être sans domicile et avoir besoin d'argent. En 2011, il escroque aussi plusieurs proches des victimes. Certains membres des familles avaient réuni de l'argent pour financer une enquête privée sur les meurtres. Atwell utilise cet argent pour organiser une fausse loterie autour d'un véhicule prétendument destiné à les aider. Il plaide coupable pour obtention d'argent sous de faux prétextes. Atwell meurt en prison en 2018. Son implication éventuelle dans les meurtres de la Parkway n'a jamais été établie. Tout au long de l'enquête, une théorie est revenue régulièrement. Le responsable était peut-être policier ou se faisait passer pour un policier. Le fait que plusieurs voitures aient été retrouvées avec les vitres partiellement baissées peut laisser penser que les victimes ont obéi à une demande d'arrêt ou de contrôle. De plus, plusieurs portefeuilles retrouvés dans les véhicules avaient été laissés bien en évidence sur le tableau de bord. Une autre théorie, plus spéculative, avance que le tueur pourrait être un membre de l'armée américaine. Cette idée repose notamment sur la présence de nombreuses bases militaires près du trajet de la Parkway. Plusieurs scènes de crime se trouvaient aussi à quelques miles de Camp Perry, un centre d'entraînement pour de nouvelles recrues de la CIA, mais cette rumeur n'a jamais été confirmée par des preuves solides. Certaines spéculations vont encore plus loin et suggèrent que les premières victimes du tueur pourraient avoir été Michael Margaret, 21 ans, et Donna Hall, 18 ans. Le 21 août 1984, un dentiste à la retraite découvre leur corps près de la Jeep de Michael, dans une zone boisée près du complexe d'appartements Kings Crossing à Richmond, en Virginie. Michael et Donna avaient subi de multiples attaques à l'arme blanche et avaient été tués sans mobile apparent. Brian Craig Pettinger est vu pour la dernière fois dans une salle de danse de Hampton et son corps est retrouvé en février 1987 dans une zone marécageuse de la James River à Suffolk, en Virginie. Laurianne Powell, 18 ans, disparaît à son tour le 8 mars 1988 après avoir marché le long de la route 614 en direction de la route 17 dans le comté de Gloucester. Le 2 avril 1988, son corps est aperçu flottant dans la James River. Elle présentait plusieurs blessures à l'arme blanche dans le dos. Malgré le regain d'intérêt autour des meurtres de la Colonial Parkway vers 2010,
aucune avancée majeure n'a été annoncée depuis. Selon les autorités, environ 130 suspects ont été identifiés au cours des 3 dernières décennies et plusieurs d'entre eux restent ou sont restés examinés dans le cadre du dossier. En décembre 2009, Alex Turner, agent spécial en charge du bureau du FBI à Norfolk, déclare que les empreintes et les éléments matériels prélevés sur les scènes du crime vont être réexaminés à l'aide des technologies médico-légales les plus récentes. Il ne donne toutefois aucune date précise quant à la fin de ces analyses, même s'il affirme qu'elles sont traitées en priorité. Un ancien profiler ayant travaillé sur l'affaire a déclaré que les meurtres se sont visiblement arrêtés et qu'il ne voyait que 2 possibilités. Soit l'auteur est mort, soit il est en prison. Selon lui, des gens comme ça ne s'arrêtent pas. En 2018, il est révélé que des éléments provenant de 3 scènes de crime sont en cours d'analyse ADN. Depuis cette annonce, aucune mise à jour décisive n'a été rendue publique. À ce jour, l'auteur ou les auteurs responsables de ces crimes restent inconnus. Et pour les familles des victimes, la question demeure entière. Sauront-elles un jour enfin ce qui s'est réellement passé? Le syndrome de Munchausen, par procuration, est un trouble grave dans lequel un parent, le plus souvent la mère, invente, provoque ou entretient de faux problèmes médicaux chez son enfant afin d'attirer l'attention, la compassion ou parfois d'en tirer un avantage matériel. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'affaire de Didi Blanchard et de sa fille, Gypsy Rose Blanchard. Lorsque la police découvre le corps de Didi à son domicile, le 14 juin 2015, dans une petite ville du Missouri, le choc est immense. Mais dans les jours qui suivent, les éléments mis au jour révèlent une histoire mêlant maltraitance prolongée, mensonges médicaux et meurtres. Après la découverte du corps de Didi, la police se tourne très vite vers sa fille, Gypsy. Dans la maison, les enquêteurs trouvent un fauteuil roulant, vide, et Gypsy, alors âgée de 24 ans et que tout le monde croit lourdement handicapée, est introuvable. Les dossiers indiquent en plus qu'elle aurait les capacités mentales d'une enfant de 7 ans. Les autorités craignent donc qu'elle soit en grand danger. Pourtant, lorsqu'elle est retrouvée dès le lendemain dans le Wisconsin, l'affaire prend une direction totalement inattendue. Didi Blanchard est née en Louisiane sous le nom de Claudinéa Pitre le 3 mai 1967. Elle est l'une des 5 enfants de la famille. Plusieurs proches ont raconté qu'elle avait très tôt un tempérament marqué par la rancune et la volonté de se venger. Après le lycée, elle travaille comme aide-soignante, mais cette activité ne dure pas longtemps. Plus tard, certains soupçons apparaissent, même autour de la mort de sa propre mère. Certains proches ayant pensé qu'elle aurait pu contribuer à la dégrader en la privant de nourriture, sans que cela n'aboutisse à une vérité judiciaire claire dans le récit public. À l'âge de 24 ans, elle entame une relation avec Rod Blanchard qui n'a alors que 17 ans. Elle tombe enceinte et le couple se marie. Gypsy Rose Blanchard, née en juillet 1991. Même si c'est cette grossesse qui a conduit au mariage, l'union ne tient pas. Rod et Didi divorcent rapidement après la naissance. Rod essaie de rester présent dans la vie de sa fille pendant la première année, mais il comprend que Didi ne compte pas vraiment lui laisser de place. Malgré cela, il continue à verser une pension alimentaire de 1200 $ par mois pendant toute l'enfance de Gypsy. De son côté, Didi retourne vivre auprès de sa famille pour s'occuper de sa fille. La situation dans la maison du père de Didi n'est pas paisible. Des membres de la famille commencent à soupçonner Didi de vouloir empoisonner sa belle-mère. Son père affirme qu'elle aurait mis du désherbant dans la nourriture de sa femme. Didi est aussi décrit comme instable et impliqué dans de petits délits, notamment des chèques sans provision. Quand son entourage commence à poser des questions sur l'état de santé de Gypsy et sur son comportement, Didi quitte les lieux avec sa fille. La belle-mère, elle, se rétablit complètement. L'ouragan Katrina pousse ensuite Didi et Gypsy à quitter la Louisiane. En raison des prétendus besoins médicaux très lourds de Gypsy, on leur propose un logement dans la région de Covington. Puis l'un des médecins qui suit officiellement l'enfant suggère qu'elle s'installe dans le Missouri, où elle pourrait, selon lui, recevoir de meilleurs soins. Une fois dans le Missouri, leur vie change complètement. La communauté se mobilise autour d'elle avec une générosité considérable. Mais personne ne comprend alors que cette attention va en réalité nourrir une situation déjà extrêmement dangereuse. Quand Gypsy n'a que 3 ans, Didi affirme pour la première fois que son bébé a un problème de santé sérieux. Elle soutient que l'enfant souffre d'apnée du sommeil. Pourtant, après une hospitalisation avec surveillance pendant plusieurs jours, les tests ne confirment rien. Avant même le premier anniversaire de Gypsy, Didi se focalise sur un prétendu trouble chromosomique qu'elle présente comme la cause de nombreux problèmes. Plus tard, quand Gypsy a 7 ans, elle se retrouve sur une moto qui chute. Une simple blessure au genou finit alors, dans le récit imposé par sa mère, par justifier plusieurs opérations. À partir de là, Gypsy est présentée comme incapable de marcher et passe sa vie en fauteuil roulant. Didi affirme aussi que sa fille fait des crises tous les mois, ce qui pousse les médecins à lui prescrire des traitements. Elle fait examiner Gypsy pour une possible dystrophie musculaire à l'hôpital pour enfants de la Nouvelle-Orléans, mais les résultats sont négatifs. Peu après, elle soutient ensuite que sa fille souffre aussi de troubles de la vue et de l'audition. À Aurora, dans le Missouri, la ville entière se mobilise pour aider la famille, d'autant que Gypsy a alors une sonde d'alimentation et semble très lourdement atteinte.
L'association Habitat for Humanity fait construire une maison pour Didi et Gypsy Rose. Le logement est équipé d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant ainsi que d'un bain à remous présenté comme utile pour les soins. Des particuliers mettent à disposition leur avion privé pour que mère et fille puissent se rendre à des rendez-vous médicaux. Elles sont aussi invitées à Disney World et à de grands concerts. Plus la communauté leur donne, plus Gypsy semble devenir malade dans le récit mis en scène par sa mère. Didi va même jusqu'à raser la tête de sa fille pour lui donner l'apparence d'une enfant atteinte d'un cancer. Peu après, elle annonce que Gypsy souffre d'une leucémie. À ce moment-là, Gypsy a déjà 20 ans et est toujours nourrie par sonde. Pourtant, la jeune femme sait qu'elle n'est pas malade, elle sait qu'elle peut marcher, elle veut laisser pousser ses cheveux et avoir des amis. Aux yeux du monde extérieur, elle est cette jeune fille chauve, souriante, fragile, dotée d'une forte personnalité que tout le monde adore. Pour maintenir cette image, sa mère utilise aussi la violence physique pour la contrôler et l'empêcher de dire la vérité. Si Gypsy sort du rôle qu'on attend d'elle, Didi la frappe ou lui serre le bras jusqu'à laisser des marques. Gypsy vit continuellement dans la peur. Pour tout le monde, l'histoire semble pourtant claire. Une enfant très malade, condamnée, diminuée mentalement, incapable de marcher, atteinte d'un cancer, nourrie par sonde et dont la fin semble proche. C'est cette image que Didi impose à tous. Pendant ce temps, elle bénéficie directement de la compassion, des dons et de l'aide de toute une communauté. S'il y a eu des soupçons avant cela, ils ne sont pas réellement signalés, ou du moins pas de manière suivie, avant l'installation dans le Missouri. Lors d'un rendez-vous ordinaire avec un neurologue pédiatrique, le docteur Bernardo Flasterstein trouve étrange que Gypsy ait reçu un diagnostic de dystrophie musculaire. Les examens ne montrent rien qui puisse expliquer qu'elle ne marche pas. Flasterstein examine alors plus en détail l'historique médical de Gypsy et découvre que les premiers tests réalisés à la Nouvelle-Orléans étaient eux aussi négatifs. Pour lui, Didi semble avoir construit elle-même un ensemble de faux diagnostics. Il pense être face à un cas typique de syndrome de Munchausen par procuration et commence à passer des appels. Il envisage de signaler la situation au service de protection de l'enfance, mais plusieurs collègues lui répondent que personne ne le croira et l'encouragent à ne pas aller plus loin. Il ne reverra jamais Gypsy. En 2009, un appel anonyme parvient au commissariat local. La personne explique que Didi Blanchard utilise plusieurs identités et que sa fille n'est pas malade. Lorsque la police effectue une vérification, elle croit Didi lorsqu'elle affirme qu'elle essaie simplement de se protéger d'un ex-mari instable qui voudrait la retrouver. Le dossier est refermé presque immédiatement. Gypsy, pendant ce temps, grandit sans même connaître son âge réel. Lorsqu'elle a 18 ans, elle pense en avoir 14. Didi possède plusieurs certificats de naissance falsifiés pour faire paraître sa fille plus jeune et continue à recevoir certains avantages. Le vrai certificat de naissance aurait, selon elle, disparu pendant l'ouragan Katrina. En 2011, Gypsy commence à chercher l'amour sur internet. Didi la surprend un jour dans une chambre d'hôtel avec un garçon et menace d'appeler la police en disant que sa fille est mineure. Dans une grande colère, elle détruit l'ordinateur de Gypsy et lui dit que si elle recommence, elle lui brisera les doigts. En 2012, Gypsy rencontre Nicholas Godjohn, un homme originaire du Wisconsin. Il a déjà un passé compliqué, souffre de troubles psychiques et a un casier judiciaire. En 2014, Gypsy se rapproche aussi d'Alea Woodmansey, avec qui elle devient très proche. Elle lui parle de son envie d'épouser Godjohn et d'avoir des enfants. Même si Didi découvre cette relation, détruit encore un autre ordinateur et lui retire son téléphone, Gypsy trouve toujours un moyen de rester en contact avec lui. Quand Godjohn rencontre enfin Gypsy en personne dans un cinéma, la relation bascule rapidement dans quelque chose de plus concret. Pourtant, Gypsy le trouve aussi étrange dans la réalité. Malgré cela, tous les deux commencent à élaborer un projet pour tuer Didi. En juin 2015, Nicholas Godjohn revient à Springfield pour mettre ce plan à exécution. Il doit arriver à un moment précis, quand Didi et Gypsy sont sortis de la maison. Plus tard, lorsque Didi s'endort, Gypsy donne à Godjohn ce dont il a besoin pour passer à l'acte. Elle dira plus tard qu'elle ne croyait pas vraiment qu'il irait jusqu'au bout. Pendant l'attaque, Gypsy se cache, les oreilles couvertes, pour ne pas entendre sa mère crier. Godjohn tue Didi dans sa chambre. Ensuite, alors que le corps est encore là dans la maison, les deux passent un moment ensemble, ce qui choquera encore davantage l'opinion publique lorsque l'affaire sera connue. Pour échapper à la police, le couple prend environ 4000 $ en liquide et part dans un motel afin de décider de la suite. Persuadé d'avoir réussi à disparaître, ils renvoient l'arme par colis vers le domicile de Godjohn dans le Wisconsin, puis prennent un bus jusque-là. Des caméras de surveillance et plusieurs témoignages montrent alors Gypsy portant une perruque blonde et marchant normalement sans fauteuil roulant. Gypsy sait que le comportement du couple risque d'éveiller les soupçons. Une voisine appelle le 911 après avoir remarqué que la voiture de Didi n'a pas bougé depuis plusieurs jours. Sa meilleure amie, Alea Woodmansey, raconte alors tout ce qu'elle sait à la police. Les autorités du comté de Waukesha arrêtent Gypsy et Godjohn sans incident dans le Wisconsin. En raison du contexte très particulier de l'affaire, le parquet ne demande pas la peine de mort. Gypsy plaide coupable de meurtre
au second degré dans le cadre d'un accord et reçoit une peine de 10 ans de prison. Godjon, lui, est poursuivi pour meurtre au premier degré et action criminelle armée et il est condamné à 25 ans de prison. Depuis son arrestation, en 2015, Gypsy a pris la parole à plusieurs reprises sur les violences et les manipulations qu'elle dit avoir subies. Elle a été interviewée par de nombreuses personnalités médiatiques, dont Dr. Phil McGraw. Son histoire a ensuite inspiré un documentaire produit pour HBO, ainsi qu'une série diffusée sur une grande plateforme. Un homme, connu publiquement sous le prénom de Ken, regarde le documentaire HBO, puis écrit à Gypsy. En mai 2019, ils se fiancent. Leur relation devient ensuite intermittente avec plusieurs ruptures et retours. Gypsy a grandi dans une réalité entièrement construite par sa mère à travers des mensonges, un contrôle total et une instrumentalisation de la maladie. Son histoire est souvent présentée comme l'un des cas les plus marquants de syndrome de Munchausen par procuration. Même si elle a été condamnée pour son rôle dans le meurtre de Didi, beaucoup considèrent aussi qu'elle a passé l'essentiel de sa vie enfermée dans une situation de maltraitance extrême. Et pour la première fois, loin de sa mère, elle a eu la possibilité d'exister en dehors de ce rôle qu'on lui avait imposé. Henry Stuart, plus connu sous le nom de Lord Darnley, est retrouvé mort dans le verger de Kirkwofield à Édimbourg, vêtu seulement de sa chemise de nuit. Quelques instants plus tard, la maison qu'il venait de quitter explose sous l'effet de 2 barils de poudre. Cet événement, survenu en février 1567, marque le début de la chute de Mary Stuart, reine d'Écosse, et amorce la fin de la monarchie écossaise indépendante. Pourtant, plusieurs siècles plus tard, l'identité exacte des responsables de la mort du roi consort d'Écosse reste incertaine. Préparé très tôt à jouer un rôle politique majeur par sa mère, réputée habile et manipulatrice, Lord Darnley a grandi dans un climat d'intrigue. Son mariage avec Mary Stuart est rapidement marqué par la méfiance, la violence et une lutte de pouvoir constante. Depuis cette époque, la mort de Darnley reste entourée de rumeurs, de soupçons et de zones d'ombre. Selon plusieurs historiens, Lord Darnley et son valet de toujours, William Taylor, auraient découvert qu'un complot visait à les tuer. Juste avant l'explosion provoquée par la poudre, ils auraient réussi à s'échapper par une fenêtre de la maison du prévôt. Mais ils n'auraient pas eu le temps d'aller bien loin. Un groupe d'hommes les aurait repérés alors qu'ils tentaient de fuir. Ils auraient été capturés, étranglés, puis abandonnés dans le verger voisin. Peu après, la charge de la poudre aurait explosé, détruisant la maison, alors qu'un second valet se trouvait encore à l'intérieur. Des témoins ont parlé d'une douzaine d'hommes aperçus en train de fuir Kirkwofield. L'épouse de Darnley, Mary Stuart, se trouvait alors à quelques centaines de mètres de là, à Holyrood House, avec leur fils James. Certaines sources affirment qu'elle assistait ce soir-là à un mariage. La version la plus polie de l'histoire explique que Darnley se remettait de la variole durant l'hiver 1567 et qu'afin de protéger leur fils âgé de 8 mois, ils logeaient séparément. En réalité, plusieurs historiens pensent qu'il souffrait probablement d'une autre maladie, possiblement la syphilis qu'il aurait contractée à la suite de ses nombreuses infidélités. Marie se montre profondément affectée par la mort de son mari, mais très vite, les soupçons se tournent aussi vers elle. Beaucoup pensent qu'elle est proche du principal suspect, James Hepburn, 4e comte de Bothwell. Pour certains, c'est lui qui aurait fourni la poudre utilisée dans l'attentat. De plus, les tensions dans le couple et le mépris croissant que Marie éprouvait pour son mari étaient largement connus. Puis pour beaucoup, un élément semble confirmer l'idée d'une conspiration. La reine épouse Bothwell plus tard, la même année. Lord Darnley était parvenu à obtenir la main de Mary Stuart et une place au sommet du royaume pour 2 raisons principales. D'abord, il était considéré comme très séduisant et particulièrement grand pour son époque, mesurant plus d'1,80 m. Marie l'aurait décrit comme l'homme le plus vigoureux et le mieux proportionné qu'elle ait jamais vu. Ensuite, dès sa naissance, il représentait un atout politique majeur. Sa mère, Lady Margaret Douglas, avait passé sa vie à prendre part à des manœuvres visant à contester le pouvoir d'Élisabeth Ier. Voyant très tôt chez son fils un potentiel exceptionnel, elle l'aurait préparé dès l'enfance à viser le trône. L'historien John Dee le décrit plus tard comme un homme narcissique et naturellement porté vers la conspiration. Si Margaret Douglas voyait autant d'avenir en son fils, c'est parce qu'il pouvait prétendre à la fois au trône d'Écosse et au trône d'Angleterre. Son ascendance royale venait de son père, le 4e comte de Lennox, mais aussi de sa grand-mère maternelle, Margaret Tudor, fille du roi Henri VII. Il était en outre catholique. Son sexe et sa religion en faisaient un candidat particulièrement attractif aux yeux des opposants d'Élisabeth Ier. Et comme cette dernière semblait peu susceptible d'avoir un enfant, un fils né de l'union entre Mary Stuart et Henry Stuart, Lord Darnley, aurait représenté un héritier catholique et masculin pour le trône d'Angleterre. Darnley se trouvait ainsi, juste derrière Mary Stuart, dans l'ordre de succession anglaise. Les historiens le décrivent comme vaniteux, égoïste et manipulateur. Certains écrivent que beaucoup le détestaient pour son arrogance, son goût pour l'alcool et sa vie intime très agitée. Très vite, après le mariage, des tensions apparaissent, car il veut que Marie se soumette à lui. Face à ce comportement, Marie refuse de lui accorder davantage que le titre de roi consort. En pratique, cela signifie qu'il n'est que l'époux d'une reine régnante.
Il perdrait donc automatiquement son statut dès qu'un héritier serait en âge de régner, ou si Marie mourait après avoir donné naissance à un enfant. Darnley se retrouve alors dans une position paradoxale. Son propre enfant représente une menace directe pour son pouvoir futur. Avide d'autorité et persuadé de mériter davantage, il commence alors à conspirer avec les lords confédérés protestants qui s'opposent à Mary Stuart. Avec eux, Darnley prépare un coup de force, qui commence par l'assassinat de David Rizzio, secrétaire privé de la reine. Darnley déteste Rizzio à cause de sa proximité avec Marie. De plus, des rumeurs circulent affirmant que Rizzio pourrait être le père de l'enfant que porte alors la reine. Darnley et plusieurs nobles font irruption dans les appartements privés de Marie, où Rizzio dîne avec elle. Les conjurés s'acharnent sur lui et le frappent de très nombreux coups. Darnley espère que le choc provoqué par cette scène entraînera une fausse couche chez Marie, alors enceinte de 6 mois. Le coup d'état échoue en partie parce que Lord Bothwell intervient pour venir en aide à la reine. Marie avait donc plusieurs raisons de vouloir la mort de Lord Darnley. Il y avait ce complot, le meurtre de David Rizzio, mais aussi le comportement général de Darnley, ses infidélités, son tempérament difficile et ses intrigues répétées pour obtenir davantage de pouvoir. Pourtant, ce n'est pas tant le mobile qui a pesé contre elle que certains éléments présentés comme des preuves. Parmi les éléments les plus lourds figure un petit coffret en argent retrouvé en possession de Lord Bothwell. À l'intérieur se trouvaient 8 lettres non signées, des sonnets amoureux et 2 contrats de mariage, ensemble connus sous le nom de lettres du coffret. Depuis des siècles, ces documents nourrissent les débats. Mary Stuart a toujours soutenu qu'il s'agissait de faux. Selon certaines hypothèses, ces lettres seraient un mélange de passages authentiques tirés de ses propres écrits et de documents falsifiés. Une commission chargée d'examiner l'affaire a finalement jugé que ces lettres ne prouvaient rien de manière certaine. Elle a donc déclaré Marie innocente de toute conspiration. Même aujourd'hui, Marie n'apparaît pas forcément comme la suspecte la plus plausible. En 2015, la Royal Society of Edinburgh réunit un panel composé d'un historien, d'un pathologiste et d'un spécialiste du feu et des explosions pour réexaminer le meurtre avec des méthodes modernes. Ensemble, ils avancent une autre théorie, jugée plus crédible. L'explosion aurait visé à la fois Marie et Darnley. Selon cette lecture, il ne s'agirait pas d'un complot monté par une épouse animée par la vengeance, mais d'une opération liée à Élisabeth Ier qui aurait cherché à éliminer une menace potentielle pour son trône. Si le meurtre a réellement été orchestré par Élisabeth ou par des personnes agissant dans son intérêt, le plan n'a alors fonctionné qu'en partie. La menace venue du Nord n'a pas disparu, puisque James VI, le fils de Marie et de Darnley, finira par succéder à Élisabeth sur le trône. Mais ce meurtre a bien contribué à détruire la monarchie écossaise telle qu'elle existait alors. Après la mort de Darnley, Marie porte le deuil pendant 40 jours et retourne au palais de Linlithgow, son lieu de naissance. Lorsqu'elle revient à Édimbourg en avril 1567, le 4e comte de Bothwell et ses hommes l'arrêtent en chemin. Il affirme qu'un danger l'attend et qu'il agit pour sa sécurité. Sous ce prétexte, il l'emmène à Dunbar dans sa résidence. Ce qui se passe ensuite reste incertain. Selon certaines versions, Marie tombe amoureuse de James Hepburn, Lord Bothwell. Selon d'autres, il l'aurait contrainte afin de la pousser au mariage. Quoi qu'il en soit, ils retournent ensemble à Édimbourg et se marient. Mais Bothwell est impopulaire auprès des lords confédérés, avec lesquels il s'était déjà opposé lors du précédent coup de force. Cette fois, ces lords prennent le contrôle d'Édimbourg, capturent Marie et Bothwell, puis installent le demi-frère de la reine comme régent jusqu'à la majorité de James VI. Marie, elle, s'enfuit en Angleterre, mais Élisabeth Ier l'a fait arrêter et emprisonner pendant les 19 années suivantes. Le meurtre de Kirkcaldy a changé le cours de l'histoire. Mary Stuart devient la dernière souveraine indépendante d'Écosse et abdique en faveur de son fils, âgé d'à peine 1 an, alors qu'elle est retenue au château de Lochleven. Elle reste ensuite prisonnière en Angleterre jusqu'en 1587, date à laquelle une commission réunie à Westminster la déclare coupable de trahison. Elle est alors exécutée. Son fils, lui, se rapproche d'Élisabeth et devient à la fois Jacques VI d'Écosse et Jacques Ier d'Angleterre. Le 26 juillet 1974, une fillette de 12 ans, Leslie Metcalf, se promène avec ses parents et des amis de la famille dans les dunes de Race Point Beach, à Provincetown, dans le Massachusetts. Le chien de leurs amis les accompagne. À un moment, l'animal s'agite brusquement, repère quelque chose puis file en courant vers un bosquet de pins. Leslie l'entend aboyer, s'approche pour voir ce qui se passe et fait alors une découverte qui la marquera à vie. Une femme est allongée face contre terre dans les dunes. Son corps est nu et ses mains ont été sectionnées. Leslie remarque aussi que des vêtements ont été soigneusement pliés sous la tête de la victime. Elle repart aussitôt prévenir ses parents. Son père vient vérifier ce qu'elle a vu, puis alerte les rangers du parc. Une autre jeune fille, Sandra Lee, devenue plus tard autrice spécialisée dans les affaires criminelles, a affirmé des années après qu'elle aussi avait aperçu cette femme 2 jours avant que Leslie ne découvre officiellement le corps. Sandra raconte qu'elle promenait son chien lorsqu'elle a vu la victime dans les dunes. Elle dit avoir remarqué une blessure à la tête, ainsi qu'une large entaille au niveau du cou. Mais terrifiée, elle n'en aurait parlé à personne. C'est donc principalement à Leslie que l'on attribue la découverte du corps. Lorsque la police arrive sur les lieux, les enquêteurs trouvent la victime allongée sur le côté d'une serviette de plage verte. Sous sa tête se trouve un jean Wrangler et un bandana bleu,
disposé comme un coussin improvisé. À l'endroit où ses mains devaient se trouver, il n'y a que des amas d'aiguilles de pain. L'agression a été d'une extrême violence. La victime a subi des blessures très graves au niveau du cou et plusieurs de ses dents ont été arrachées. Les enquêteurs pensent rapidement que l'absence des mains visait à empêcher son identification. Un traumatisme violent sur un côté de la tête est retenu comme cause probable de la mort. Les enquêteurs relèvent aussi des signes laissant penser qu'elle a subi une agression intime. À environ 4 ou 5 mètres du corps, la police observe des traces de pneus. 2 séries d'empreintes de pas s'éloignent également de la scène. L'estimation de la date du décès varie alors entre 10 jours et 3 semaines avant la découverte. Très tôt dans l'enquête, un élément semble offrir une piste prometteuse. Les médecins légistes constatent que la victime possède des soins dentaires de très haute qualité, représentant une somme considérable. Ce travail, décrit comme étant de style new-yorkais, n'était pas accessible à tout le monde. L'âge de la victime est d'abord estimé entre 20 et 49 ans, avant qu'une fourchette plus précise, entre 25 et 39 ans, soit privilégiée. La femme mesure environ 1,68 m, a une silhouette athlétique et des cheveux au brun. Les enquêteurs envisagent aussi qu'elle ait pu être endormie au moment de l'attaque, car la couverture placée sous son corps ne semble pas avoir été déplacée. Pour retrouver l'auteur du crime, il faut d'abord identifier la victime. Les détectives passent donc en revue un très grand nombre de signalements de disparition dans l'espoir de trouver une correspondance. Une autre piste les conduit à s'intéresser à des dentistes et à des dossiers de soins dentaires haut de gamme. En parallèle, d'autres enquêteurs cherchent à identifier le véhicule ayant laissé les traces près du lieu du crime. Pendant ce temps, la zone autour de la scène est fouillée une nouvelle fois, mais aucune découverte décisive n'est faite. Les appels à témoins diffusés avec un portrait de la victime permettent malgré tout de faire émerger de nouvelles pistes. Une femme du Maryland contacte les enquêteurs au sujet de sa sœur disparue. Et cette sœur avait les mêmes cheveux que la victime. Les deux femmes avaient perdu le contact lorsque cette dernière était repartie vivre à Boston, mais la police n'a jamais confirmé qu'il s'agissait d'elle. Une autre hypothèse attire aussi l'attention des enquêteurs. L'année précédant ce meurtre à Cape Cod, une braqueuse de banque nommée Rory Jane Kessinger s'était évadée du centre correctionnel du comté de Plymouth. Son profil général correspondait à celui de la victime, et les autorités ont un temps envisagé qu'elle puisse être la femme inconnue de Provincetown. Mais un test ADN réalisé à partir d'un échantillon prélevé sur sa mère ne correspond pas et cette piste est rapidement abandonnée. L'une des théories les plus étonnantes est aussi l'une des plus connues. En 2015, Joe Hill, le fils de Stephen King, avance une idée qui attire beaucoup l'attention. Connaissant déjà l'affaire, il regarde le film Les Dents de la Mer lorsqu'un détail le frappe. Dans une scène tournée à Martha's Vineyard, une figurante apparaît à l'écran vêtue d'un jean bleu et d'un bandana. En plus de ses vêtements similaires, cette jeune femme présente une certaine ressemblance avec la victime. Le tournage du film commence en mai 1974, soit seulement quelques mois avant le meurtre de Cape Cod. Provincetown ne se trouve qu'à quelques heures de Martha's Vineyard. L'idée peut sembler très spéculative, mais au moins un agent du FBI a reconnu que des hypothèses encore plus improbables avaient permis de résoudre des cold cases. Même si l'identité du meurtrier, comme celle de la victime, reste inconnue, plusieurs hommes ont été envisagés par les autorités. Le principal suspect, souvent cité, est James Whitey Bulger, célèbre chef mafieux qui fréquentait régulièrement la région et aurait été vu en compagnie d'une femme ressemblant à la victime. Bulger passait beaucoup de temps au Crown and Anchor de Provincetown dans le cadre d'activités liées à des trafics de drogue et d'armes. Lui et ses hommes avaient aussi la réputation d'effacer l'identité de certaines victimes en leur arrachant les dents. Dans une autre affaire, une femme que Bulger aurait fait tuer a été retrouvée dans une zone marécageuse près de la rivière Neponset, dans l'est du Massachusetts. Comme dans l'affaire de la Lady of the Dune, plusieurs dents manquaient. En 2018, Bulger est lui-même tué en prison par un autre détenu. Le corps de la Lady of the Dune repose aujourd'hui au cimetière Saint-Peter, à l'exception de sa tête, conservée par les autorités dans le cadre de l'enquête criminelle. Une première reconstitution faciale en argile aurait été réalisée dans les années 1970, puis en 2010, une modélisation plus moderne est produite grâce à un scan de haute technologie. Le corps est exhumé à 2 reprises. En 1980, les experts prélèvent des échantillons sanguins, mais cela n'apporte aucun élément nouveau. Puis, en 2000, la dépouille est à nouveau sortie de terre pour effectuer des tests ADN et vérifier si la victime pouvait être liée à la mère de Rory Kessinger. Comme déjà indiqué, cette hypothèse est écartée. Les enquêteurs n'ont jamais totalement abandonné l'idée de résoudre un jour cette affaire. En 2019, le procureur du district de Cape and Island, Michael O'Keefe, annonce l'ouverture d'une nouvelle enquête consacrée à la Lady of the Dunes. Il souhaite utiliser la généalogie génétique, une méthode permettant aux enquêteurs d'exploiter des bases de données ADN pour identifier des proches d'une victime ou d'un suspect. Cette technique avait notamment permis de faire avancer 28 affaires en 2018, dont celle du Golden State Killer, Joseph James DeAngelo, après près de 50 ans de recherche. Aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, le meurtre de cette femme inconnue continue de planer sur Provincetown, comme une ombre. L'affaire est même décrite comme le plus ancien cas de personnes décédées non identifiées figurant dans les registres spécialisés du Massachusetts. Leslie Metcalf, la jeune fille qui avait découvert le corps dans les pins au milieu des dunes, est morte en 1996 d'une overdose d'héroïne. Dans un podcast du Cape Cod Times, sa sœur Alyssa
âgée de 10 ans au moment des faits, a expliqué à quel point cette affaire continue encore de marquer les habitants de Provincetown. Elle y dit en substance qu'un lien très fort existe toujours entre la ville et cette affaire, parce que beaucoup de gens ressentent encore le besoin de savoir qui était cette femme. Et c'est précisément ce qui continue de hanter l'endroit. Personne ne sait qui elle était. Avant que Jack l'Éventreur n'impose une nouvelle image de tueur en série dans le Londres victorien, un autre criminel se met déjà la terreur aux États-Unis à travers une série de meurtres jamais résolus. Entre 1884 et 1885, une personne surnommée plus tard le Servant Girl Annihilator s'en prend à plusieurs habitants d'Austin, au Texas. 7 jeunes femmes et un homme perdent la vie. Ce criminel est souvent considéré comme l'un des premiers tueurs en série de l'histoire américaine, et aussi comme l'un des plus violents. Le terme tueur en série n'existe pas encore à cette époque, mais la police comprend rapidement que plusieurs de ces meurtres semblent avoir été commis par une seule et même personne. L'écrivain O. Henry, célèbre plus tard pour ses nouvelles, vit alors au Texas depuis seulement 3 ans. Sans le savoir, c'est lui qui contribue à populariser le surnom du meurtrier. Dans une lettre adressée à un ami, il écrit que le Texas est terriblement ennuyeux, sauf pour les fréquentes descentes des annihilateurs de servantes qui rendent les heures de la nuit moins monotones. Au départ, la police parle surtout des Austin Axe Murders, les meurtres à la hache d'Austin. Mais après la diffusion de cette lettre, le surnom de Servant Girl Annihilator devient célèbre. Avec le temps, cette expression devient un peu moins exacte car le tueur finit par s'écarter de sa cible initiale et ne s'en prend plus seulement à des domestiques. En 1884, Austin est en pleine transformation. La ville est devenue un centre urbain en plein essor, avec une croissance rapide et une population en augmentation constante. À peine 20 ans plus tôt, Austin n'était encore qu'une ville d'élevage assez pauvre, avec moins de 5000 habitants. Mais après les grands travaux de reconstruction qui suivent la guerre de sécession, la ville s'impose désormais comme l'un des endroits les plus attractifs du pays. Les habitants la surnomment même l'Athènes de l'Ouest. C'est une ville où étudiants et travailleurs trouvent leur place avec 3 établissements d'enseignement supérieur, un nombre croissant d'usines, de restaurants et de commerces. Austin donne alors l'image d'une ville prospère. La criminalité y est relativement faible et les forces de l'ordre ont la réputation d'arrêter rapidement les délinquants. Mais le 30 décembre 1884, cette impression s'effondre. Jamais auparavant Austin n'avait connu des crimes de cette nature. La peur d'un meurtrier armé d'une hache rôdant dans les rues pousse les habitants à rentrer plus tôt chez eux. Les établissements ferment plus vite et la présence policière devient constante dans toute la ville. Tous les bars ferment à minuit et les effectifs de police sont multipliés par 3. Molly Smith est une jeune femme noire de 25 ans. Avec son mari Walter Spencer, elle cuisine et nettoie pour une famille locale aisée. Tous deux vivent dans la maison de leurs employeurs, sur West Pecan Street. Cette nuit-là, à la fin du mois de décembre, Walter se réveille dans une douleur intense. En se regardant dans le miroir, il découvre une profonde blessure au visage, encore couverte de sang frais. Il reprend ses esprits puis réalise que la petite pièce où lui et Molly dorment a été complètement retournée. Une traînée de sang mène jusqu'aux toilettes extérieures. C'est là qu'il retrouve le corps sans vie de Molly, portant de nombreuses blessures au visage, à la poitrine, aux bras et aux jambes. Lorsqu'il fouille la chambre du couple, les policiers découvrent une hache couverte de sang séché. Après ce premier meurtre, un silence de plusieurs mois s'installe. Puis, au printemps suivant, l'auteur des faits semble revenir. Le 6 mai, une autre cuisinière noire, Eliza Shelley, qui travaille pour un élu local, est retrouvée morte par son employeur dans la cabane située derrière sa maison, où elle vit avec ses 3 enfants. Le crime ressemble fortement au premier, mais avec un degré de violence encore plus élevé. La tête d'Eliza Shelley a été frappée avec une telle force qu'elle a été presque fendue en deux. Des draps couverts de sang sont retrouvés sous elle, ce qui laisse penser qu'elle a été attaquée pendant son sommeil. Son agresseur l'aurait ensuite tirée au sol. Élément troublant, son fils de 8 ans affirme avoir vu un homme entrer dans la cabane au milieu de la nuit. Mais il dit ne plus se souvenir de rien ensuite, jusqu'à son réveil le lendemain matin. 2 semaines plus tard, une 3e femme est tuée dans des circonstances comparables. Irene Cross est elle aussi une jeune femme noire employée comme domestique. Une nouvelle fois, l'agression semble avoir eu lieu pendant son sommeil. Cette fois cependant, l'arme principale paraît être un couteau plutôt qu'une hache. Les policiers arrivés sur place auraient pu lui parler avant qu'elle ne succombe à ses blessures. L'attaque a été particulièrement violente. L'une de ses blessures au bras est si grave qu'elle manque presque de lui arracher entièrement le membre. Elle présente aussi une blessure très importante à la tête. En outre, le tueur revient et s'en prend à une autre domestique, Rebecca Ramey. Mais cette fois, il ne la tue pas. Au lieu de cela, il s'attaque surtout à sa fille de 11 ans, Marie, qui l'entraîne à l'extérieur. L'enfant subit une attaque très violente
et perd la vie quelques heures plus tard malgré sa survie initiale à l'attaque. Les victimes suivantes marquent la première fois, mais pas la dernière, où l'annihilateur s'en prend à 2 personnes lors d'un même épisode. Gracie Vance vit avec son mari, Orange Washington, dans la maison d'un avocat local où ils travaillent tous les deux. Dans la nuit du 26 septembre, Gracie Vance se réveille et découvre un inconnu penché au-dessus d'elle. Elle crie et son mari tente immédiatement d'intervenir, mais l'agresseur le met hors de combat d'un coup porté à la tête avec une hache. Avant de revenir vers Vance, le tueur attaque aussi 2 autres domestiques logés dans les mêmes quartiers. Tous 2 survivent à l'agression malgré de graves blessures. Ensuite, l'auteur entraîne Gracie Vance dehors, dans la cour, et lui ôte la vie à l'aide d'un gros bloc de briques. À l'intérieur de la cabane, il laisse sa hache derrière lui. Lucina Body, l'une des domestiques agressées mais survivantes, rapporte plusieurs éléments étranges. Elle affirme que juste après avoir tué Vance, l'homme lui aurait crié « Ne me regarde pas ». Lorsque les autorités retrouvent le corps de Vance, elle tient dans la main une montre en or qui n'appartient à personne vivant dans la maison. Orange Washington meurt le lendemain. La police découvre également que le tueur était entré dans la cabane par une fenêtre. Dans une séquence qui rappelle plus tard certains aspects de crime de Jack l'Éventreur, les 2 dernières victimes du Servant Girl Annihilator meurent la même nuit. Jusqu'ici, presque toutes les victimes sont de jeunes domestiques noirs attaqués pendant leur sommeil. Il existe déjà 2 exceptions, Mary Ramey et Orange Washington, mais ces morts sont généralement vues comme des conséquences secondaires ou opportunistes. Le 24 décembre 1885, le tueur change brusquement de profil de cible en s'en prenant pour la première fois à une femme blanche, Susan Hancock, décrite comme l'une des dames les plus raffinées d'Austin. Son mari dort dans une autre pièce lorsque l'intrus la saisit dans son lit. Il la traîne à l'extérieur jusque dans le jardin, où la police retrouve ensuite son corps. Un objet métallique pointu est encore fiché dans sa tête, qui a subi des dégâts extrêmement importants. Moins d'1 heure après la mort de Susan Hancock, dans un tout autre secteur de la ville, Eula Phillips devient la 2e femme blanche tuée cette nuit-là. La police retrouve son corps dans une ruelle d'un des quartiers les plus riches d'Austin. Elle est allongée, face contre terre, la tête très violemment frappée. Fait étrange, l'auteur a placé de lourdes pièces de bois sur son corps, peut-être pour l'immobiliser pendant l'attaque. Puis, aussi soudainement qu'il est apparu, le tueur disparaît. Au total, il a fait 8 morts et attaqué au moins 5 autres personnes qui ont survécu. Au cours des mois suivants, la police interroge environ 400 suspects, sans parvenir à rassembler des éléments suffisants contre qui que ce soit. Même si la majorité des enquêteurs pensent qu'un seul homme est responsable de toute la série, la nature du meurtre de la Phillips conduit certains à imaginer qu'un groupe pourrait être impliqué. Plusieurs théories apparaissent, évoquant des motivations financières ou raciales, mais aucune ne débouche sur quelque chose de solide. Le suspect le plus souvent cité dans ces meurtres d'Austin est un cuisinier malaisien nommé Maurice. Il aurait passé une grande partie de sa vie à cuisiner sur des navires avant de décrocher un poste dans un hôtel d'Austin en 1885. Tous les crimes ont lieu non loin de cet hôtel. Et détail notable, Maurice quitte cet emploi en janvier 1886, soit le mois suivant l'arrêt des meurtres, puis disparaît sans laisser de traces connues. Les enquêteurs examinent aussi en détail les compagnons, maris et proches de plusieurs victimes, mais sans trouver de preuves convaincantes. Jimmy Phillips, le mari de la Phillips, est accusé puis condamné pour le meurtre de sa femme, l'accusation estimant qu'il aurait utilisé les crimes du Servant Girl Annihilator comme couverture. Mais après 6 mois de détention, la justice l'innocente et il est acquitté. Comme les crimes de l'Annihilator et ceux de Jack l'Éventreur présentent plusieurs ressemblances troublantes, certains chercheurs ont fini par envisager qu'une seule personne puisse être liée aux 2 séries. Maurice, le cuisinier qu'on a mentionné, qui revient alors comme un suspect idéal dans cette théorie. Selon cette hypothèse, après avoir quitté Austin en 1886, Maurice serait parti vivre à Londres où il se serait trouvé au moment des crimes de Jack l'Éventreur. Et comme à Austin, les meurtres auraient cessé peu après son départ. Mais en dehors de cette coïncidence et de quelques rapprochements spéculatifs, les preuves manquent cruellement. Très souvent, Henry Howard Holmes s'est présenté comme le premier tueur en série de l'ère moderne. Pourtant, les crimes du Servant Girl Annihilator ont eu lieu 6 ans plus tôt. Les meurtres d'Austin ont donc, d'une certaine manière, précédé le type d'horreur qui allait ensuite marquer l'histoire criminelle américaine pendant des décennies. Même si l'identité du tueur reste inconnue, tout indique qu'il s'agissait d'un homme extrêmement violent, mu par une pulsion destructrice difficile à contrôler. En l'espace d'1 an, il est passé de jeunes domestiques à des femmes issues des milieux les plus privilégiés de la ville. Il a plongé le Texas dans la peur, comme d'autres criminels le feront après lui, puis il a disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu. Et la vérité la plus probable et peut-être la plus frustrante, nous ne saurons sans doute jamais qui était réellement ce tueur d'Austin, ni ce qui l'a poussé à agir. Était-il lui-même domestique? Était-il motivé par une haine particulière envers certaines femmes ou certaines classes sociales? Ou ses motivations étaient-elles tout autres? Aujourd'hui encore, les chercheurs ne sont pas vraiment plus proches de la vérité. Les théories se sont multipliées au fil du temps, puis se sont effondrées les unes après les autres. Plus de 135 ans ont passé depuis les faits, et cette série de meurtres reste l'une des affaires les plus déroutantes, violentes et fascinantes de l'histoire du true crime.
Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces différentes histoires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. L'objectif avec cette vidéo, enfin avec mes vidéos en général, c'est que vous réussissiez à sortir au bout de la vidéo avec au moins une connaissance supplémentaire. J'espère que c'est un pari réussi. Personnellement, c'est vraiment réussi parce qu'il y a plein d'histoires que j'ai découvert pour la vidéo, donc pour moi c'est tout bénef, j'espère que pour vous aussi. Si vous avez passé un agréable moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi encore une fois sur Instagram, AkenTV, ça change pas, c'est ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken, salut!